emergency? The address is Glade Lane Park. There was some kid just came running up to my door and said there was a girl down here by the park with her head bashed and that should be like. They all ran back to the park. 911, what is the emergency? There's three guys that will be waiting here. Gonna be standing right there. They said there's a lady laying in the park and they think she's dead. On a reçu plusieurs appels au sujet d'un corps dans un parc. Une personne décédée. Le parc se trouve à 2 rues du poste de police. J'ai allumé ma caméra d'intervention avant de descendre de voiture. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Where at? Over there? Okay. On the steps? Is she breathing? Someone said she wasn't. Yeah, they just told me that she wasn't. Elle est allongée, les pieds vers moi. D'après ce que je peux voir, elle a été frappée au visage. On voit tout de suite qu'elle est morte et qu'elle a probablement été violée. 4205. I believe Steven's 10-7. You guys? No, you guys stay here. Clear 33. Call the on-call 600. Hey. I need you guys to hang out. Okay. So let's let's take them up and then. Hey guys, can we go to the basketball court? Yeah. I mean, does she look like she's been dead a while? It looks like it's been a while. Just overnight. Okay, so nothing. 10-8, Nami, 21. If you don't want us to check on her. It's pretty obvious. Okay, I'm good with that. Hey, Might as well keep you guys out of the scene. yeah, we don't need footprints on this. So other than, there's obvious blunt force trauma, is that what you're saying? Yes. So was there signs of like maybe possible CFP, like pants were down or anything like that? There you go. You're down pants? there. Okay. Her pants are off and laying next to her. Someone display her like that, so. C'est choquant quand ce genre de choses arrive. Je suis père de famille, cette jeune femme avait des parents, peut-être des enfants. On n'a pas trouvé de papier d'identité, il n'y avait pas de sac, pas de portefeuille, rien. On allait mettre du temps à l'identifier. Qui est la victime? Pourquoi faire une chose pareille? Ça ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé. Maintenant, il faut découvrir pourquoi. Hey, sir, just come over here to the picture table for me, all right? How did you guys come to be involved in this? That guy told me. He told me there's a dead woman down here. I said, what? There's a woman dead. I said, that. So I ran to that motel. Right. I rang the doorbell, knocked on it, rang it. They came out. I told them, he called the cops. Did you come over here and check on her at all? She did. I just looked at her to see how... You looked at her from where? From right here, or did you go down there and touch her at all? I didn't touch her or No. anything. Looked at her. She's dead, sir? Yeah. Damn. Do you know her? No, I don't. No? That's the first time I've seen a dead body, you know? Right. I seen cars pass by, so I waved down, you know? On aimerait bien que quelqu'un nous dise « Oui, j'ai tout vu, le suspect s'appelle un tel ». Mais ça n'est pas arrivé. Personne n'avait de piste à nous fournir. J'étais l'inspecteur de service. C'est le genre de scène de crime qui reste gravé en mémoire. Pas besoin de regarder les images. Personne ne mérite de mourir comme ça. La violence du meurtre m'a mis en colère. Et je voulais trouver le coupable. Le plus vite possible. She's right off just over the stairs, over the edge there. Oh, okay. There's blood on top of the stairs before you go down on the sidewalk. Okay. Smaller female tennis shoes.
the cordoned off dirt area. I don't know if it's her shoes or not. I didn't want to muddy it up. Elle n'avait pas ses chaussures aux pieds. C'était des Nike noirs avec le logo rose. On avait recouvert son corps avec une veste, et cette veste était imprégnée de sang. Il y avait des gouttes de sang en haut de l'escalier. All the blood came from kind of where she's at, based on directionality. Does it look like her face is smashed into the stairs, the way it looks? Yeah. What does that look like? I mean, the initial blow might have been, because there'd be no blood source. Right. But, no. Okay. And there's also a fair amount of drops at the top of the stairs. Okay. So you think someone put the boots to her right there, Jamie, maybe? To cause that? It's definitely an impact. On pensait que quelqu'un lui avait enfoncé le visage à coups de pied, qu'on lui avait écrasé le visage avec le pied. Ça nous aide, parce que on sait qu'on va devoir retrouver cette chaussure. Looks like a part of a shoe print. That way? Yup. Both of those? Or is it just that one? It's just, this is the same one. But no, it looks like there's a partial shoe print. Close enough that if we found somebody with a bloody shoe on that side there's of the park, blood drops away from the body on that sidewalk down there, like far enough away where it's not hers, I don't think. So got injured. Maybe. That'd be lucky if it's his. On a rapidement pu déterminer que c'était une basket Nike Air Force One et qu'il y aurait du sang dessus. Donc, à ce stade, on savait qu'on allait devoir examiner les chaussures de tout le monde pour voir s'il y avait du sang dessus. On a fait du porte-à-porte pour l'enquête de voisinage. Hello, I'm Detective Blay with the Farmington Police Department. How are you doing? Pretty good. Good. Hey, so we had a dead body over here that was beat up pretty bad. So we're trying to see if anybody heard anything or saw anything last night. Nothing I know. No, nothing. No. We was home all night, but You didn't hear anything. I didn't hear anything yet. Hello, Farmington Police. So I'm just curious, were you home last night? Yeah. Did you hear anything? Yelling, screaming? Got the noise? No? Hello, police. Hello, my name's Detective Blay. So we had a dead body over here last night that was beaten up pretty bad. So we're trying to talk to the neighbors to see if they heard anything or saw anything, any yelling, screaming for help or anything. No? Hi, how are you? I'm Detective Gonzalez with Farmington PD, and we're just kind of going door to door to see if any of the neighbors or in the neighborhood heard or saw anything out of the ordinary. Any of the kids, anything? He came back last night around, I'll say about between 12:15 and 12:30. Okay. But I heard somebody crying really loud, and I walked this way. But I saw a lady running over there, way down there. By the park? Close by the park, Okay. somewhere right there. And I could see her running. She was crying. Okay. And she was running that way. There was a guy that was walking this way. When I went Okay. this way, there was a guy walking with the jacket that was black, and he had it all the way up here. Like a hoodie? Yeah. Okay. So then I thought, oh, okay, he could be the one that's chasing that lady. So I kind of got scared, and then I came back in. If you hear something like that in the future, call. Of course, if it's emergency, you dial 911. Elle a vu un homme portant une veste noire, probablement un sweatshirt à capuche. Et on savait qu'on cherchait aussi des Nike Air Force One. Donc, je suis revenu sur la scène de crime pour voir s'il y avait quelqu'un habillé comme ça. So for obvious reasons, we're gonna need to talk to you. J'ai pris des photos de ses semelles. Et j'ai remarqué qu'il y avait des taches rouges qui pouvaient être du sang. I guess Blair took that guy's shoes. Yeah, so they're like...
With the hat. What was your name, sir? Bruce. Bruce? All right, we're going to go ahead and transport you up for your interview, okay? Yes. Next, more closer to the car. You go, face the vehicle. There you go. And then spread your feet for me. Ça arrive souvent qu'un meurtrier revienne sur le lieu du crime. Pas seulement par curiosité, mais pour voir ce qu'on a trouvé. Donc, il était primordial d'interroger cet individu sans tarder parce que c'était un suspect potentiel. C'est excitant parce qu'il y a une possibilité que ce soit lui le coupable. November 5th. It's approximately 20 minutes after 9 in the morning. I'm going to be interviewing Bruce. Hey, Mr. How are you? Good. Weird ass morning. Are you from here? I'm actually from Arizona. Arizona? But I moved out here about 5 years. Have you ever been arrested before, Frank? I have been, but those are old charges. It's like old drug charges. Okay. And I didn't complete a probation. I would say we're skeptical. On était sceptiques au premier abord. C'était primordial de l'obliger à justifier de son emploi du temps, que ce soit vrai ou non. There's no reason that we would find your shoe prints down there by where the body was. You never walked up to the body. No. Detective Blea, he noticed some... Qu'il se bagarre souvent avec son frère. Et que le sang sur ses baskets vient d'une bagarre avec son frère. On aura la vérité, quoi qu'il arrive, grâce à l'ADN. Mais ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant d'obtenir un profil génétique. La seule façon de confirmer sa version, c'est de parler à son frère. Il fallait absolument trouver George. Il pouvait être n'importe où. Entre-temps, pour essayer d'identifier la victime, comme ses baskets étaient d'un modèle particulier, on en a posté une photo sur Facebook pour demander aux gens qui les reconnaissaient de nous contacter. Je répondais aux appels et une certaine Frédérica nous a contactés. Who remembers the shoes? Me. Okay. You all do. Tell us about those shoes. I opened up my Facebook. That's the first thing that got my eyes. Like, these are my sister's shoes. And how do you know? Everybody they make a lot of shoes. She has her ankle is scraped right here, or like the back of it. She was bleeding, and the other day I was mopping, and I was telling her, like, you're getting blood everywhere. The shoes are there. I noticed there's blood on the back of that same side where the blood is at. Il y avait un détail précis sur les baskets que nous n'avons pas révélé. Il y avait une tache de sang sur le talon. Elle a décrit la victime exactement. Ce qui a permis d'identifier Vanessa Sous, 29 ans. On vient de Red Valley, dans l'Arizona. C'est une petite réserve près de la montagne. Je suis l'aînée. Vanessa était la Benjamin. Elle avait 2 enfants. Elle travaillait au lycée Red Valley Cove. C'était quelqu'un de très affectueux. Elle avait beaucoup de respect pour les personnes âgées, en particulier ses grands-parents. Mon père est un homme médecine. On est Navajo. Il utilise les pratiques traditionnelles sur les malades et elle l'accompagnait souvent. Je l'avais vue ce vendredi-là avant qu'elle parte. J'ai essayé de l'appeler, elle ne répondait pas. Les jours ont passé, toujours sans réponse. Mon mari m'a demandé ce qui n'allait pas. J'essayais de lui expliquer, mais je n'arrivais pas à respirer. Et j'ai fini par lui dire. Il m'a dit, ne dis pas ça. J'étais comme soulagée de savoir que c'était elle. En grandissant, c'était moi qui la protégeais. Et je m'en voulais de ne pas avoir été là, ce soir-là. Ça me fait trop mal d'y penser. The last time that you all had contact with her on Tuesday? She called me Saturday. Saturday. À ce stade,
On a pu commencer à suivre plusiures pistes grâce à la famille. On a pu leur demander précisément ce qu'il s'était passé ce jour-là. She said she was at Morgan Lake and she said the vehicle stalled on us, she said. And then she said, just then she said, talk to me. So I talked to a guy and I didn't get his name. And he said, can he take us home? And then I said, where's home? And that's it. That was the last. And then the phone just cut out or died or he hung up for her. And then after that, she never called me back. Vanessa makes a phone call and then On sait que Vanessa a passé un appel à sa mère qui a entendu la voix d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Quand on a commencé à lister les personnes qui se trouvaient sur les lieux, la sœur de Vanessa nous a dit qu'elle connaissait Bruce et George. Ils étaient voisins plus jeunes à Red Valley. Quelles sont les probabilités que Bruce et George se retrouvent juste à côté de l'endroit où Vanessa a été assassinée? On voulait déjà parler à George pour voir s'il allait corroborer les dires de Bruce ou le contredire. Mais on ne savait pas où il était. Entre-temps, George a été arrêté pour vol à l'étalage, donc on est allé l'interroger en prison. You're right to have an attorney present with you anytime you're questioned by law enforcement. If you can't afford one, we'll appoint you for your costs. You understand all that? Okay. So did you go through the park at all that night? I feel like I was home that night also, and plus my neighbor knew that. What night? I guess that girl that got whatever happened to her, you know? So you're saying you were home that entire evening? Yes, I was. I was watching movies with my brother. Okay. So you didn't go to that park at all? No. Okay. Well, you were either there at the park or not. I'm not saying you did anything. Quand on commence à avoir beaucoup de « peut-être » et « c'est possible » au lieu de « je ne me souviens pas », on commence à douter de la véracité de tout ce qu'on entend. Do you know a name of Vanessa Sosi? Used to live next to you in Red Valley, the Sosis. Because they remember you. They just remember us being out there? What's that? What are you trying to say? She's found dead there at the park, murdered, and one of her old neighbors from a small town far away happens to be him and his brother right across the street. You see what I'm saying? So there's our connection. We're just in the I was apartment. in my brother's apartment. I don't want to get all aggravated, but you know what I mean? I was in his house watching movies with him all that evening. I couldn't go nowhere. All right. Well, we'll leave it at that for now. Like I said, if you're telling the truth, then you probably won't see me again. À ce stade, il y avait trop d'éléments qui nous ramenaient à eux, trop d'indices qui les incriminaient. J'étais convaincu que l'ADN qu'on avait relevé sur la scène de crime serait très probablement celui de Bruce ou de George. On a reçu un appel d'un sergent de la prison pour nous dire qu'un détenu appelé Issan prétendait avoir des informations concernant l'homicide. Donc je suis allée à la prison avec une autre inspectrice pour l'interroger. With Farmington Police Department, we're here to listen to what you want to talk to us about. Well, I heard something. You heard something. Okay. What did you hear? I was with a couple of guys, and they were talking about a girl named Vanessa. He kind of described like how he like raped her, stuff like that, talking about stuff like that, and that he can kill somebody, this saying all this kind of stuff. Like I said, you probably see him on the camera. I don't know. Okay, so where would I find him on camera at? Because I know he went to Walmart. Quand j'ai entendu Issan dire que quelqu'un lui avait raconté avoir tué Vanessa et qu'on avait des images, une part de moi espérait que ce serait George qu'on verrait sur cette vidéo. Mais quand j'ai regardé les images, ce n'était pas du tout lui.
On a fait diffuser sa photo et on a réussi à identifier l'individu. Il s'appelait Kyle. On l'a fait venir pour l'interroger. Kyle, I'm Detective McGahey. Okay. What I wanted to visit with you about was that picture that was on the internet and then the individual that you were there with. So do you remember this evening? Yeah, I remember, yeah. This big native dude came by, found me. Was he by himself? Yeah, he was by himself. He was just, like, every time I would, like, go somewhere, he was just trying to follow me. We went to go interview him at the jail. He's saying that you had disclosed some information to him about some stuff that you had done here in Farmington. Well, that was, like, way back, and I'm on probation for that right now. And what are you on probation for? Aggravated battery. So you're on probation now for aggravated battery? Yeah. Who was that with? My previous girlfriend. Quand il a admis avoir été violent avec son ex, je me suis dit qu'il était tout à fait capable d'être violent avec d'autres femmes et qu'il pourrait bien être notre suspect. What about Vanessa? Who's Vanessa? I don't know Vanessa. You don't know any Vanessas? No. You said that you guys talked about females that are missing in this area? I guess. I mean, I don't. What did you guys talk about it? I don't really call it a conversation. Have you ever told somebody that you did something that you didn't do just to make you look good or make you look like maybe you had some street credit? Yeah, just to scare people. Okay, what have you told them? I just wanted him to go away. En discutant avec Kyle, on a compris qu'il n'avait aucun lien avec Vanessa. Il se vantait pour asseoir sa crédibilité. C'est tout à fait possible, parce qu'Issa n'était plus costaud que lui. Et Kyle a dû sentir qu'il avait besoin d'en rajouter un peu pour se faire respecter. Mais il fallait s'en assurer. Donc on a prélevé son ADN. Vanessa était très intelligente. Elle avait remporté une bourse, gagné des concours d'orthographe, ce genre de choses. Je veux me souvenir d'elle, telle qu'elle était. Des parents ne devraient jamais avoir à enterrer leur enfant. La blessure n'est toujours pas refermée pour ma mère. Pour l'enterrement, c'est moi qui ai dû tout organiser. On a opté pour un cercueil fermé. La cérémonie était publique. Beaucoup de gens sont venus lui rendre un dernier hommage. Beaucoup de gens sont venus. Ses amis, avec qui elle était à l'école. Et principalement la famille. On parle d'elle tout le temps. On se raconte nos souvenirs. Ça nous aide à tenir. Quelques mois plus tard, on a reçu la liste des profils correspondant au prélèvement ADN effectué sur la scène de crime. On avait prélevé l'ADN d'une demi-douzaine de personnes, mais aucune ne correspondait à celui retrouvé sur la scène de crime. On a donc pu rayer toutes ces personnes de la liste des suspects. Mais le CODIS a donné un résultat sur le profil génétique d'un certain Jimmy. Il fallait le retrouver au plus vite. C'était désormais notre seule piste pour savoir qui était sur les lieux et ce qu'il s'était passé. Ça nous a pris plusieurs mois, mais on a fini par retrouver ce Jimmy et on l'a interrogé. As far as this case goes, I'm not here to try and violate you for probation. So when I ask truthful questions, and I need you to be truthful with me. Yeah. So did you ever come out to Farmington to drink? Or did you ever come to Farmington and end up drinking, rather? I think a couple of times, yeah. I know what the result was. I know what happened. But I don't know what was happening. I don't know who did what.
or if it was an accident, or I know what the end result was and I know who was there. Right. Okay. Based on DNA, based on witnesses. Okay. Okay. So that being said, is there something in your mind that you think you'd be here for? Again, let's be honest. Yeah, I'm thinking about at fall we were drinking and they said that this happened and back in Rat Valley in Cove. I went to a friend of mine's house, but she wasn't there, but her son was there, Eric. Okay. So is he younger than you? Yeah, he's just like maybe in 20s or something like that. But we ended up drinking and we were just parked on top of the mountain, but somehow he started driving, I guess, and I passed out. Okay. And then next thing you know, I woke up, there's another female there. And then I noticed was in the back, and I looked in the back, and I said, who's this? I said, where did we pick her up? And then he goes, don't worry about it. I said, don't worry about it, you know. We were ready to take off, but on that vehicle that we were in, something happened to the transmission. I gave her my phone because she wanted to call somebody. I can't remember who, her sister or somebody. Il remarque qu'il y a une femme dans la voiture avec eux. Et on comprend que c'est Vanessa. Sa mère nous a dit que Vanessa l'avait appelé pour lui dire que la voiture était en panne. On avait enfin trouvé le témoin qu'on cherchait. We went maybe about good less than 1,000 feet maybe or something like that, and I said, this park right here, you know, we can't drive like this. On connaît, grâce à la famille de Vanessa, certains détails sur ce qu'il s'est passé. Et à ce stade, ce que raconte Jimmy et ce qu'on sait des événements collent parfaitement. On sent qu'on tient quelque chose parce qu'on est en face de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il s'est passé. Et une fois de plus, ça renforçait la crédibilité de ce que racontait Jimmy. So we have no luck, you know, nobody's gonna pick us up, nobody's gonna help. So we started walking to Farmington. We got drunk together, but I know there's another person that was there. And at that point, it was just Eric, Vanessa, and that guy. Ils vont au parc et ils commencent à boire. Eric, Jimmy et Vanessa. Ça arrive souvent qu'un groupe de personnes qui boit dans un parc soit rejoint par d'autres personnes qui vont et qui viennent. Donc, pendant qu'ils étaient là, un homme du nom d'Alvin les a rejoints. So anyways, you think you met up with him? Yeah, then I didn't have my migraine pills, and then I get real bad migraines and my eyes turn real red. And this dude goes, I'll massage your neck, you know, so he was going like this, you know, massaging. And then he said, he goes, come on, dude, you know, he goes, I'm not a you know, they just pushed me from the back, you know. And I fell like this, I was sitting like this, so I fell. So I jumped up and I started running as fast as I could. So do you know what happened to Vanessa? Have you heard? No, not really what happened, but I know they found her body, but I don't know what happened to her though. But from my best of knowledge, I was thinking back one day, and I think that guy, Eric, I think he's the one that did that. D'après ce que raconte Jimmy, Vanessa, Eric et Alvin sont les trois derniers protagonistes impliqués dans cette affaire. Et soit Eric, soit Alvin sait ce qu'il s'est passé. On ne le saura avec certitude qu'après leur avoir parlé. J'ai découvert qu'il avait été arrêté pour vol à l'étalage une semaine après l'homicide. Sir, black jacket. Can I talk to you for a second? Coming over here. All right, coming over here. Let's get out of the roadway. So the reason why I want to talk to you is because we had some people inside, thought they saw you put something in front of your pants pocket. You mind if I check, see if you have anything on you? If you have something, give it to me now, and then we're looking at a citation. A citation?
Alright. Here, stop moving this one. Right. There you go. Relax. Alright, now I'll relax. Alright, you're gonna be detained right now. Okay, what's your name? Alvin Nelson. Just have a seat. Like I said, right now you're being detained. J'ai retrouvé quelqu'un qui savait où habitait Alvin, dans la réserve. Ça ne dépendait pas de notre juridiction, donc on a juste préparé le terrain pour l'enquêteur de la police tribale Navajo. On a pris des photos de la maison. On a reçu un appel de l'enquêteur, 1 ou 2 jours plus tard. Il nous a dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez venir prélever votre échantillon d'ADN parce qu'on a retrouvé Alvin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'est suicidé. » Quand on a appris qu'Alvin était mort, ça nous a laissé un goût amer. On s'est demandé si ça avait été provoqué par notre visite. Il nous restait désormais une personne à interroger, Eric. C'était la dernière pièce du puzzle. On a appris qu'Eric avait été arrêté dans le Colorado. Donc, on a décidé d'aller là-bas le plus tôt possible pour l'interroger. All right, keeping your rights in mind that I read you, or advised you, rather. Do you want to talk with us and figure out what's going on here? Well, I'm sure might as well, because I don't know what this is all for. I mean, obviously I have kids somewhere or something like that. Sure. So let me ask you about some of the people involved in this case and see if you know any of these people. Jim and... I mean, I never really knew him. Yeah, I actually never really seen him, too. You and him, though, never hung out, ever? No, we're not really. What about Alvin Nelson? No, I don't even know who that is. No? Yeah. Okay. Lors de son interrogatoire, Eric nie tout. Il ment. Il ne veut pas nous donner d'informations, sauf si c'est dans son intérêt. Il ne parlera que contraint et forcé. Let me ask you this. What about Vanessa Sosi? That's one of my mom's relatives too, I think, yeah. Yeah, that's the lady that passed, isn't it? Yeah. What do you know about her? I don't really know anything about her. I've never seen her before, but I think she was like killed, I think, somewhere in Farmington. I'm not too sure. Yeah. So let me ask you this. Is there any reason, and you've got to level with me here, if there's a reason, you've got to be truthful with me, because this book right here is full of evidence. Why would your DNA be on my scene? You know, I caught a ride with Jimmy one time and staying out there with my dad. Well, I wouldn't rape nobody, you know, so. So here's what I know for sure. I know that Jimmy and you were in a car coming to Farmington. We picked up that girl. That girl was hitchhiking somewhere by N36 or... Which girl? That girl, Vanessa. You start to show your hand. J'ai commencé à dévoiler mon jeu, à lui montrer que je savais qu'il mentait, et il a commencé à modifier sa version des faits. On savait qu'il était sur les lieux, on en avait la preuve, et on lui a montré pour qu'il arrête de mentir. Et c'est là qu'il a commencé à raconter ce qu'il s'était passé. I want to share something with you. Jimmy's saying that you did this. Nah. He came to us and told us that you did this. Are you saying Jimmy's lying? Yes, sir, I believe so, because I... Well, no, he did. I mean, did you do this? No, sir, I did not, sir. Did you kill Vanessa? No, sir, I did not. Dans tout interrogatoire, on fait en sorte d'obliger le suspect à s'en tenir à un scénario, une version des faits. Et si elle est vraie, tant mieux. Sinon, c'est là qu'on passe à la confrontation. Did you rape Vanessa? No, I did not rape her, sir, but I did have sex with her before all of this apparently happened. Sir, I swear to God to you, sir. Yes, sir. So when they had her pants pulled off and her shoes thrown over to the side,
and her head was on the ground. They were laying on the ground with her feet towards the cement wall. Yeah. And her head was over by the steps. Yeah. You're saying you weren't there. Yes, sir. So with Eric, Il n'y avait aucune trace d'ADN prouvant qu'Eric avait eu des rapports sexuels avec Vanessa. Mais comme un renard qui essaie de recouvrir ses traces de pas dans la neige, il a commencé à dire qu'il avait couché avec elle dans la voiture en venant pour expliquer une éventuelle présence d'ADN. I need you to be 100% honest with me because either you're lying, now he's dead, Vanessa's dead, and now it's just you and Jimmy. So one of you is telling the truth and one of you is lying. Well, I have no record prior to however this goes, and I said, I know. Most murderers don't have a prior murder the first time. I'm just a young kid. I was only like, I was only like 22 at the time, you know, knowing life. And I know, that doesn't make a difference, but what I'm saying is, you gotta understand what I'm saying right now. Yeah. There was 4 of you there. Yeah. Vanessa's dead. Yeah. Jimmy killed himself. Jimmy. Alvin killed himself. Yeah. And now it's just you and Jimmy. Yeah. Right? Yeah. So one of you's telling the truth, and one of you's lying. Yes, sir. But what? One of you's gonna get charged in this, and one of you's not. Okay? Well, maybe it was... So whoever's story matches the evidence is who's not gonna get charged, unless you're telling me... Because I don't know, it might have been him too, you know, I'm not too sure may have dealt with life like this. Well, that's why I'm saying I need you to be 100% honest with me. Don't leave anything out. I'm trying to, sir, yes. Nothing out at all. Yes, sir, yes. What I said, hopefully it'll match just exactly. Because the evidence that we have on scene, such as like the DNA and other things that we haven't told you about, when you tell us something, we know if that happened or not. I spilled everything out before you guys told me everything. So that's the other thing I'm going to say too. And to be honest, it's my fault for not asking for a witness in here with me too. So. A what? Like someone else, like right here, standing or sitting right here. Like there's no one else on my side. Oh, I'm on whoever's telling the truth. I'm not against you. I'm telling the truth, sir. I'm telling the truth. You know, this girl's family deserves to know it. If you killed her, you're gonna get charged for it. I didn't kill it. You understand? Yes, sir. You know, to be honest, it was Alvin. I mean, I don't want to start saying, start pointing fingers. I just seen her alive right up on the steps when I was walking up, and then they were already, you know, but she was also hugging Alvin at the same time. And I said, okay, you know, I'll go up there on the steps. And after that, I left it and I walked up to the stairs, and next thing you know, she's like, well, no, stop. What'd she say? Someone help, or no, don't do this. And I was like, what? So then, you walk back and you see them. I see Alvin just stomping on her, kicking her in the stomach, in the face, and then after that, you know, hitting her. Yes, sir, I did. And by that point, Jimmy was already gone? Yeah, he went down towards the canal, but it was Alvin though, sir, because I did beat him. I did well on him, I did. So what happened during that fight with him? I just beat him, knocked him out, and then, you know, just be detailed with me, because I can't ask Alvin. Yeah, I know. After I seen him do this, you know, he went towards the canal, and I went around Walmart. I was shocked. I went around, I seen him, and I just wailed on him. I beat him up right there by the culvert. And I came back, and I seen her. She was laying there dead, but I just left it. You know, she was just laying there. Her pants was off. I mean, I never seen a scene like this in like a horror movie. Depuis plusieurs mois, on n'a pas eu vraiment de pistes, jusqu'à ce qu'on reçoive les résultats ADN. Le sang qui avait été retrouvé sur le corps de Vanessa était celui d'Alvin. Donc, c'était bien Alvin qui avait commis cet horrible crime, et non pas Eric. Alvin était violent. Et peut-être que Vanessa s'est défendue, au point de mettre Alvin dans une telle rage qu'il en est arrivé à la tuer à coups de pied. Quand on est allé présenter le dossier au bureau du procureur, il nous a demandé si on avait des éléments solides qui permettraient d'inculper Eric. Il n'avait commis aucun crime, sauf si on pouvait prouver que c'était lui qui avait tué Vanessa ou qu'il était complice d'Alvin. Mais on n'avait rien.
Je pense que nos rues sont devenues plus sûres. Maintenant, Calvin n'est plus là, vu ses antécédents. Mais à la satisfaction d'avoir trouvé le coupable, s'ajoutent quelques regrets, parce qu'il a préféré se suicider plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. J'estime que la justice a été rendue parce que la famille méritait d'obtenir des réponses sur ce qu'il s'était passé. Et j'estime qu'on leur a fourni les meilleures réponses possibles. J'espère qu'on a rendu honneur à la vie de Vanessa en lui redonnant une voix, alors qu'elle avait été réduite au silence. Elle ne méritait pas de partir de cette manière. Il va falloir qu'on fasse notre deuil. Ça se fera petit à petit. Mais c'est vraiment difficile. Je n'arrive pas à tourner la page. Pas encore. C'est encore trop frais. C'est une blessure qui ne se refermera jamais. Je ne peux pas faire mon deuil. Si je pouvais lui parler, je lui dirais qu'elle me manque. Et je lui demanderais de veiller sur nous. De nous aider. Boston dormait encore sous la fatigue trouble de la Saint-Patrick quand deux hommes en uniforme se sont arrêtés devant une porte latérale du musée Isabella Stewart Gardner. Dans une ville comme celle-là, à cette heure-là, l'uniforme suffisait presque à faire taire le doute. On n'imagine pas qu'un chef d'œuvre puisse disparaître derrière un geste si banal, un coup de sonnette. Une voix calmée dans un interphone, une formule administrative prononcée avec assez d'assurance pour paraître légitime. Et pourtant, dans la nuit du 18 mars 1990, ce n'est pas par effraction spectaculaire que l'histoire a basculé. Ce n'est pas sous les éclats d'une vitre ni dans la fureur d'une alarme triomphante. C'est dans ces moments minuscules où quelqu'un a cru reconnaître l'autorité. Alors qu'il ouvrait en réalité la porte de l'un des plus grands vols d'art de l'histoire moderne. Selon les FBI, les deux hommes se sont présentés comme des policiers répondant à un signalement de trouble. Sont entrés dans le musée, ont neutralisé les gardiens. Puis ont passé 81 minutes à choisir. À Rucker! De Cooper est importé 13 œuvres majeures. Federal Bureau of Investigation. 1. Pour comprendre pourquoi cette nuit semblait encore irréelle, il faut d'abord sentir les lieux. Le Gardner n'était pas un musée ordinaire. Il n'avait rien de ces espaces trop propres où l'art paraît presque stérile. Trop loin des êtres humains pour être vulnérable. Isabella Stewart Gardner l'avait voulu comme une œuvre en soi. Un monde composé avec une exigence presque intime, où chaque salle obéissait à une vision précise. Presque théâtrale. Le musée avait ouvert au début de ce siècle. Mais il portait des jaquettes mélancoliques étranges des endroits concours pour défier le temps. On n'y venait pas seulement pour voir des tableaux. On y entrait comme dans une mise en scène, un décor habité par des siècles. Des obsessions, des caprices esthétiques, c'est une forme de volonté posthume. L'FB rappelle encore aujourd'hui que le musée lui-même était pensé comme un chef-d'œuvre total, une composition dont chaque pièce occupait exactement la place voulue par sa fondatrice. C'est sans doute ce qui rend le crime plus grave encore. On n'a pas seulement volé des œuvres. On a blessé une construction entière, une mémoire ordonnée avec soin. Un sanctuaire de goût transforme en cicatrice. Federal Bureau of Investigation. 1. Dans ce décor, la nuit ne ressemblait pas à une nuit de banque, ni à une nuit de film noir où tout annonce le danger. Elle ressemblait plutôt à ces heures creuses où le monde réel paraît s'être retiré. Il y avait deux gardiens de service. Le musée était calmé. Dehors, Boston flottait encore entre l'euphorie alcoolisée des fêtes et cette pâleur froide qui précède l'aube.
Les voleurs, Yugi, savaient exactement ce que cette heure avait de précieux. Les sous n'étaient pas vides. Mais ça se confuse pour absorber une anomalie. Les esprits n'étaient pas alertes, mais déjà fatigués. Un uniforme de police, dans le sillage de la Saint-Patrick, pouvait paraître plus rassurant qu'inquiétant. Selon le musée, l'un des gardiens a enfreint le protocole et les laissant entrer par l'entrée du personnel après qu'ils sont affirmés répondre à une perturbation. Le mot est presque dérisoire. Protocole. Quand on sait ce qu'il contenait, une règle de sécurité est souvent décrite comme un détail administratif jusqu'au jour où sa violation ouvre un abîme. Isabella Stewart Gardner Museum, 2. Les deux hommes n'ont pas forcé leur personnage. Ils l'ont simplement habité. C'est ce qui rend la scène si troublante. Dans les récits de grands braquages, on aime imaginer des criminels flamboyants, nerveux, presque excessifs, ICI. Si qui glace, c'est au contraire l'économie du mal. Ils n'avaient pas besoin d'être spectaculaires, ils devaient être crédibles quelques minutes. Juste assez longtemps pour franchir la frontière invisible entre l'extérieur et l'intérieur, une fois cette frontière passée. Tout le reste pouvait se dérouler avec une froideur mécanique. Le gardien appel à s'éloigner du bureau de sécurité n'a probablement pas eu l'impression d'entrer dans un cauchemar historique. C'est peut-être cela, au fond, le plus dérangeant. L'histoire commence parfois dans une scène qui ne ressemble pas à l'histoire. Mais c'est une simple anomalie de service, à une vérification. Et une contretemps, à quelque chose qui paraît encore réparable. Puis le théâtre a cessé d'être un théâtre. Les faux policiers ont pris le contrôle. Les deux gardiens ont été conduits au sous-sol. Les goats, neutralisés, réduits à l'impuissance dans leur propre lieu de travail. Le musée, à cet instant, n'avait place de défense réelle. Il conservait ses murs. Et ses cadres, ses salles. Et ses captures, sans silence. Mais si silence n'était pas celui d'une institution endormie, c'était déjà le silence d'une scène livrée à ceux qui étaient venus la piller. Selon les éléments repris par le Gardner Museum et l'FBI, les voleurs ont ensuite circulé dans les galeries. Leurs déplacements étant enregistrés par les détecteurs de mouvement. La précision de ces points est importante. On ne parlait pas d'une éruption chaotique, mais d'une progression presque méthodique. Il y a quelque chose de très violent dans cette manière de se déplacer quand même parmi les trésors d'un musée, comme si le crime ne s'exerçait pas seulement contre des objets, mais contre l'idée même de révérence. Federal Bureau of Investigation, 1. On aime souvent croire que les voleurs d'art possèdent un raffinement particulier, une compréhension intime de ce qu'ils prennent. Comme si l'intelligence du butin rachetait en partie la vulgarité du geste. Mais le Gardner Museum a resté. Justement, l'histoire d'une brutalité presque profane. Dans le Dutch Room, ils se sont attaqués à des œuvres majeures. Ils ont découpé dans leurs cadres le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée de Rembrandt. Sur le paysage marinconnu du peintre, ils ont également pris A Lady and Gentleman in Black. Le concert de Vermeer, It Landscape with an Obelisk. Longtemps attribué à Rembrandt puis à Govert Flink. Ils ont aussi saisi un petit autoportrait grave de Rembrandt ainsi qu'une vase chinois ancienne. Plus loin, dans la Short Gallery, ils ont pris plusieurs dessins de dégâts et une finiale en forme d'aigle napoléonienne. Au reste de chaussée, ils ont volé chez Tortoni de Manet. La liste a quelque chose d'absurde, presque fiévreux. Vermeer, Rembrandt. Degas, Manet. En bronze, en vase antique. Des siècles arrachés en moins d'une heure et demie par deux hommes qui n'étaient entrés qu'en jouant à être la police. Isabella Stewart Gardner Museum 2. Il faut s'arrêter un instant sur ce geste. Découper une étoile de son cadre. Si un n'est pas seulement voleur, c'est exercer une domination physique sur quelque chose qui semblait hors d'atteinte.
Un tableau suspendu dans un musée, encadré. Éclair, protégé. Inspire une forme de stabilité morale. Il donne l'impression qu'il a survécu à son époque. À ses propriétaires successifs, aux guerres. Aux successions, aux accidents. Et qu'il est désormais centré dans une zone de permanence. Le voler est déjà une profanation. Le découper, c'est autre chose. C'est rappeler que même le beau, même le consacré, même le célèbre, reste à la merci d'une lame tenue par une main humaine. Cette vérité la dépasse le simple fait divers. Elle a quelque chose de profondément humiliant pour toute civilisation qui se croit protégée par ses institutions. Et pourtant, malgré cette violence, la scène n'a rien d'un pillage aveugle. Les voleurs ont pris le temps. Le FBI dit 81 minutes, 81 minutes dans un musée plongé dans la nuit. Avec deux gardiens en traverse au sous-sol, c'est presque incompréhensible. Cela signifie qu'il se sentait insuffisamment en sécurité pour décider, revenir, choisir, transporter. Le musée indique même qu'ils ont effectué deux allers-retours jusqu'à leur voiture avant de quitter les lieux à 2h45. Cette durée est l'un des détails les plus inquiétants de toute l'affaire. Parce qu'elle suggère une confiance qui dépasse les simples culottes. On ne reste pas si longtemps sur une scène de crime à moins de croire que personne n'interviendra. Cela n'éprouve pas à lui seul. Une complicité interne un plan parfait, mais cela ouvre un espace de malaise que l'enquête n'a jamais complètement refermé. Isabella Stewart Gardner Museum, 2. Si malaise a nourri toutes les obsessions futures, car presque immédiatement, le volume du Gardner a cessé d'être un simple cambriolage pour devenir une énigme américaine. Ce n'était pas seulement la valeur des œuvres déjà vertigineuses qui en faisait une affaire à part, c'était la combinaison de facteurs contradictoires. Le culot extraordinaire de l'opération, la crudité presque maladroite de certains gestes, le choix de certaines pistes et l'abandon d'autres, le calme apparent des voleurs, l'absence de résolution rapide, et surtout ce vide qui allait rester. Obstinate, visible, accroché au mur, l'FBI souligne encore aujourd'hui que les cadres vides. Laissés en place depuis 1994 dans certaines salles, servant de rappel public de ce qui a été perdu et de l'espoir que cela puisse revenir un jour. Mais cette image agite aussi comme une forme de condamnation silencieuse. Le musée continue d'exister avec. Au cœur de lui-même, la preuve permanente qu'il a été vaincu une nuit. Federal Bureau of Investigation, 1. À l'aube. Quand la police a finalement été alertée et est arrivée au musée, les gardiens étaient toujours menottés au sous-sol. Le Gardner Museum précise qu'ils n'ont été libérés qu'à 8h15 du matin. Il y a quelque chose de cruel dans cette longue attente. Pendant que Boston se réveillait, pendant que le dimanche prenait lentement sa place sur les trottoirs et dans les appartements. Pendant que des gens rentraient encore de fait ou ouvraient les yeux avec la bouche séchée et la tête lourde, dans ce bâtiment conçu pour célébrer la permanence de l'art. Deux hommes ligotés savaient déjà que quelque chose d'immense avait été brisé au-dessus d'eux. Peut-être n'avaient-ils pas encore la liste complète. Peut-être ignoraient-ils l'étendue du désastre. Mais ils savaient que le temps avait été trop long. Les pas trop nombreux, le silence trop épais. Ils savaient que ce n'était pas un volume ordinaire. Ils savaient sans douter aussi, dans une intuition presque animale, que leur nuit deviendrait un objet de soupçon pour des décennies. Isabella Stewart Gardner Museum, 2. Car un grand crime ne détruit jamais seulement son butin. Il contaminait tout ce qu'il touchait, les gardiens devenant des personnages publics malgré eux. Le personnel devient gardien d'une honte qui n'est pas toujours la sienne. Les enquêteurs héritent d'un dossier qui promet plus de questions que de certitudes. Et le lieu lui-même change de nature, après 1990. Le Gardner ne fut plus seulement le musée d'Isabella Stewart Gardner. Il devint aussi le musée du manque. Du cadre vidé, de l'absence trop célèbre,
de la toile fantôme. Même ceux qui n'y mettent jamais les pieds connaissent son nom à cause de ce qui n'y est plus. C'est peut-être le vrai pouvoir de ces braquages. Il transforme une collection en récit national. Les musées sont censés préserver le passé. Celui-ci s'est retrouvé force de préserver une blessure. Et cette blessure n'était pas abstraite. Parmi les œuvres disparues, il y avait le concert de Vermeer, l'un des très rares tableaux connus de l'artiste. Il y avait le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée. Si Rembrandt, dont l'absence savait encore à faire vaciller toute une salle. Les FBI rappellent la rareté exceptionnelle du Vermeer vol, le musée. Louis insiste sur l'impact de ces absences dans l'expérience même des visiteurs. On comprend alors que la valeur ne se mesure pas seulement en centaines de millions de dollars. Elle se mesure ainsi qu'une œuvre faite à un lieu, à une mémoire. À un regard, quand une étoile disparaît, elle est emportée avec elle la scène qu'elle organise, les yeux qu'elle attire, les conversations qu'elle déclenche, l'équilibre auquel elle contribue. Le vide qu'elle laisse n'est pas seulement physique, il est presque narratif. L'histoire du musée doit désormais contourner une ambiance. Federal Bureau of Investigation, 1. Et c'est précisément ce vide qui a permis à toutes les hypothèses de prospérer. Très tôt. L'affaire a attiré non seulement les enquêteurs, mais aussi les journalistes, les auteurs, les collectionneurs, les anciens truands, les informateurs douteux, les mythomènes, les hommes qui savaient peut-être quelque chose et ceux qui voulaient simplement paraître proches du mystère. Le département de la justice annonçait en 2013 que l'FBI pensait avoir identifié les voleurs, membres d'une organisation criminelle implantée dans les États du Mid-Atlantique et en Nouvelle-Angleterre, et que les œuvres avaient, dans les années suivantes le volume, transit vers le Connecticut puis vers la région de Philadelphie, où certaines auraient été proposées à la vente avant que la trace ne se brouille. Cette annonce n'a pas résolu l'affaire. Elle l'a presque rendue plus inquiétante. Car si les enquêteurs pensent savoir qui a commis le crime et toutes les œuvres ont circulé sans pouvoir les récupérer, cela signifie que le volume n'appartient plus au pas simple d'une nuit unique. Il se prolonge dans un monde souterrain fait d'intermédiaires, de silences hachés, de pièces tardives, de dettes et de loyautés criminelles. Department of Justice 3. C'est là que la piste mafieuse prend son épaisseur émotionnelle, parce comme un décor hollywoodien de chapeaux feutres et de restaurants en fumes, mais comme une logique de contamination. Un chef d'œuvre vol n'est pas facile à vendre. Il est trop connu pour disparaître proprement, trop précieux pour être écoulé comme un bijou, trop identifiable pour circuler au grand jour, alors il devient autre chose. Une monnaie de l'ombre, un gage, une promesse, un levier, une réserve de négociation, parfois même un fardeau. Dans les années qui ont suivi, plusieurs théories ont relié le volume à des cercles du crime organisé en Nouvelle-Angleterre et à Philadelphie. Smithsonian notait encore en 2022 que les autorités continuaient d'explorer les liens possibles entre les braquages, des figures du crime organisé même certains meurtres non résolus, notamment celui de Jimmy Marks en 1991, présente comme une exécution de type mafieux. Rien de tout cela ne ramène une Vermeer au mur, mais tout cela donne au volume une densité beaucoup plus sombre. Les tableaux ne sont plus seulement perdus, ils sont peut-être été absorbés par un univers où l'art n'est plus regardé. Seulement utilise Smithsonian Magazine 4. Ce qui fascine, c'est ce que le Gardner Museum a réuni deux formes de violence qu'on a l'habitude de séparer. D'un côté, il y a la brutalité très concrète du crime. Des hommes ligotés, un patrimoine saccagé. Des toiles découpées, une institution humiliée. De l'autre, il y a la violence plus abstraite mais peut-être plus durable de l'absence. Celle qui travaille les années, les speculations, les espoirs avortés, les promesses d'informateurs, les fausses pistes, les déclarations trop tardives.
les murmures dans des bars, les confidences de prison, les morts qui important leurs secrets. Un meurtre résolu possède parfois une forme de clôture. 6 volumes. Louis s'est installé dans la durée comme une irritation permanente, presque une blessure culturelle ouverte. Plus les années passantes, plus l'affaire grandit dans l'imaginaire. Et plus le retour des œuvres semble osciller entre le possible et le miraculeux, il y a aussi, dans cette histoire, une ironie presque insupportable. Le but du musée était de rendre l'art accessible à travers une vision personnelle, habitée, généreuse dans sa manière d'ordonner le monde, et le crime qui l'a frappé l'a rendu mondialement célèbre pour le manque. Pour l'inachevé, pour cette phrase qu'on pourrait murmurer devant les cadres vides. Ceci était là, et ceci n'est plus là. Selon l'FBI, les œuvres volées représentent toujours l'un des plus grands crimes contre les biens de l'histoire américaine. Selon le musée, l'enquête restait active et la récompense pour des informations conduisant à la restitution de mieux considérable. Avec une attention particulière même pour l'aigle napoléonien, cela dit quelque chose de très fort sur la nature de l'affaire. On ne cherchait pas seulement un coupable, on cherchait des traces d'évidence qui a disparu. La preuve qu'au moins un fragment du monde arrache cette nuit. Là existe encore quelque part, dans une café. Un entrepôt, derrière un mur. Dans une cache oubliée, ou dans la mémoire tremblante de quelqu'un qui a trop longtemps gardé le silence. Isabella Stewart Gardner Museum, 2, mais au commencement. Avant les communiqués, avant les primes, avant les théories sur la mafia, avant les noms de truands chuchotés par des journalistes d'investigation et des agents fédéraux, il n'y avait que cette nuit-là 2 silhouettes. Un interphone, une voix calme. Un gardien qui cède, un sous-sol. Des pas dans des salles obscures, une lame contre une toile. Un cadre vide, puis la fuite. Tout le reste est venu après, les décennies de mystère. Les phrases prudentes du FBI, les révélations partielles du ministère de la Justice. Les rappels du musée, les articles du Smithsonian. Les espoirs ravivés puis des coups, mais pour sentir l'affaire. Pour comprendre pourquoi elle hantait encore l'Amérique culturelle et criminelle, il faut revenir à cette mécanique, nous. À cette nuit où l'art n'a pas été vaincu par une armée ni par une catastrophe, mais par deux hommes qui ont compris qu'il suffit parfois de paraître légitime pour que l'inimaginable devienne possible. Federal Bureau of Investigation, 1. Et c'est là, précisément, que commence le vrai vertige. Parce qu'à partir du moment où les faux policiers quittent le musée avec leurs œuvres, l'histoire cesse d'être seulement celle d'un braquage réussi. Elle devient celle d'une disparition presque impossible. Comment cache-t-on un Vermeer? Comment fait-on disparaître un Rembrandt si célèbre que son absence devient un symbole? Comment des objets de cette importance pouvant-ils glisser hors du monde visible sans réapparaître? Sans s'être retrouvés, sans qu'aucune certitude ne survive aux rumeurs. La première partie de cette affaire n'est donc pas seulement un volume. C'est la naissance d'un paradoxe. Plus le butin est célèbre, moins il devrait être liquide. Plus il est identifiable. Plus il devrait être récupérable. Plus le crime est colossal. Plus il devrait laisser une traînée de vérité. Et pourtant, ce qui suit prouvera exactement l'inverse. Dans l'ombre laissée par les cadres vides, quelqu'un a su transformer des trésors mondialement connus en fantômes. Federal Bureau of Investigation, 1. Au matin, le musée n'avait pas encore totalement compris ce qu'il était devenu pendant quelques heures. Le Gardner cessa d'être un sanctuaire pour devenir une scène de crime, mais une scène de crime étrange. Presque silencieuse, où le horreur ne s'exprimait ni par le sang ni par les cris. Seulement par des absences, les policiers qui entraient dans les salles ne découvraient pas un lieu de truite au sens ordinaire du terme. Les murs tenaient debout, les vitrines n'avaient pas toutes volé en éclats.
l'architecture conservée de sa beauté grave est pourtant quelque chose d'essentiel se taille fondre. Si qui frappait d'abord, que taille la précision du manque. Là-haut, quelque chose place tot. L'eau trouvait un équilibre. Il tombait désormais sur un vide. Là où la mémoire du lieu reposait sur une continuité presque sacrée, elle se heurtait soudain à des ruptures nettes, brutales, presque obscènes. Le musée n'avait pas seulement été visité par des voleurs, il avait été réorganisé par eux, corrigé par des mains étrangères. Humilié dans sa logique même, dans les premières heures d'une enquête de cette ampleur, tout le monde cherchait instinctivement un point fixe, on voit une explication immédiate. Un défaut simple, une faille bien identifiée. Un geste imprudent qui permettrait de croire que le désastre reste proportionné à une erreur humaine incompréhensible. Mais l'affaire du Gardner avait déjà cessé d'inquiétant qu'elle refusait cette consolation. Oui, il y avait eu cette porte ouverte à des hommes qui n'auraient jamais dû entrer. Oui, il y avait eu un protocole transgressé. Oui, il y avait deux gardiens neutralisés et un temps de présence extraordinairement long à l'intérieur du musée. Mais place les enquêteurs regardaient, place ils comprenaient que le braquage n'était pas seulement le produit d'une erreur. Il semblait reposer sur une compréhension troublante du lieu. De ses faiblesses, de son rythme, de sa vulnérabilité psychologique, et cette compréhension ouvrait immédiatement une question plus dérangeante que toutes les autres. Les voleurs savaient-ils exactement où ils s'entraient, ou quelqu'un leur avait-il appris à le savoir? Le grand public aimait les mystères, mais les enquêteurs redoutant surtout les mystères qui paraissent trop intelligents sans être parfaitement propres. Si le volume avait été complètement chaotique, il aurait suggéré l'improvisation. S'il avait été d'une perfection absolue, il aurait pointé vers une opération d'élite presque abstraite. Le braquage du Gardner, lui, se situait dans une zone beaucoup plus troublante, assez organisée pour sembler préparée. Assez irrégulier pour laisser penser que les voleurs n'étaient pas des spécialistes raffinés de l'art, assez audacieux pour défier toute logique. Assez maladroit dans certains choix pour semer le doute sur leurs véritables compétences. C'est dans cette contradiction que l'enquête commence à se tordre. Presque dès les premiers instants, les gardiens, naturellement, sont devenus les premiers visages autour desquels se formait la suspicion. Cela n'avait rien de surprenant dans presque toutes les affaires de volume majeur. Ceux qui étaient là au moment des faits portant immédiatement une double charge, celle du témoignage et celle du soupçon. On leur demande de raconter, mais on les observe déjà comme s'ils pouvaient en avoir participé. On écoute leurs mots, mais on guette surtout leurs hesitations. On regarde leurs gestes, leurs horaires, leurs habitudes, leurs écarts. Non parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils ont survécu à l'endroit exact où le crime opère. C'est une crotte presque mécanique de l'investigation. Être proche du centre de l'événement vous transforme en source insensible à la fois. L'un des gardiens de cette nuit-là, June, Pio expérimenta, devint très vite le symbole d'une faiblesse humaine sur laquelle tout le braquage semblait s'être appuyé. Il fallait peu d'imagination pour comprendre la scène, la fatigue, la nuit, le contexte de la Saint-Patrick, la présence de faux policiers affirmant répondre à un trouble, l'autorité projetée par l'uniforme, et cette pression presque instinctive qu'exerce une figure officielle lorsqu'elle demande à entrer dans un bureau. Raconter froidement, la décision paraît absurde. Dans le cœur de la nuit, elle devient tragiquement plausible. Et c'est précisément ce genre de détails qui rend une enquête si difficile, parce qu'il place l'erreur à l'endroit où le raisonnable et l'inconcevable se touchent. Le gardien n'avait pas besoin d'être complice pour ouvrir. Il suffisait qu'il soit humain. Pourtant, plus le temps passait, plus cette explication simple devenait insuffisante. Car ouvrir la porte n'expliquait pas tout.
Ouvrir la porte n'expliquait pas pourquoi les voleurs semblaient savoir que deux gardiens. Et non davantage. Italian Presents. Ouvrir la porte n'expliquait pas leur manière de se déplacer. Ouvrir la porte n'expliquait pas le fait qu'ils aient pu prendre leur temps avec une telle assurance. Ouvrir la porte n'expliquait pas non plus le choix des œuvres, mélange fascinant de chefs, d'œuvres inestimables et d'objets que certains jugeraient plus énigmatiques, dans la logique pure de la valeur marchandée, à mesure que le puzzle se dessinait. L'erreur de sécurité apparaissait moins comme la totalité de la réponse que comme la première pierre d'un édifice beaucoup plus sombre. C'est cela qu'entre en scène la question qui allait empoisonner l'affaire pendant des années, selection ou opportunisme. Les voleurs savaient ils précisément ce qu'ils voulaient importer, ou improvisaient ils dans un cadre général préparé à l'avance. Cette question n'a l'air que technique, en réalité. Elle contient toute la psychologie du braquage. Des hommes venus avec une liste rigoureuse et une parfaite connaissance des œuvres n'appartiennent pas au même univers que des criminels capables de reconnaître sur les mains quelques noms célèbres et de compléter leur boutine en fonction des possibilités du moment. Or, ce que le gardener offrait aux enquêteurs, c'était une réponse profondément inconfortable. Les voleurs semblaient à la fois savoir et ne pas savoir. Ils avaient pris des pièces d'une importance extraordinaire. Mais ils avaient aussi laissé derrière eux d'autres chefs d'œuvre majeurs. Ils avaient montré de l'assurance. Mais aussi une forme d'irrégularité. Ils avaient frappé très haut. Sans agir comme des conservateurs criminels raffinés, c'était comme si l'opération avait été pensée par des hommes familiers du crime. Mais pas nécessairement amoureux de l'art, cette nuance est essentielle. Parce qu'elle déplaçait déjà l'enquête hors du fantasme romantique du collectionneur secret, le cinéma a habitué le public à l'idée du voleur d'art comme une esthète corrompue. Capable de risquer sa liberté pour posséder dans l'ombre une beauté interdite, mais la réalité criminelle est souvent plus utilitaire, plus froide, plus vulgaire. Un tableau célèbre n'est pas toujours vol pour être contemplé. Il peut être vol pour devenir un instrument. Un levier, une garantie. Une monnaie d'échange entre gens qui ne se soucient pas de ce qu'ils tiennent, sauf par la pure que cela inspire et la valeur souterraine que cela promet. Dès lors, l'enquête n'avait place à chercher seulement des amateurs d'art de voyage. Elle devait peut-être regarder vers un autre monde, un monde où l'on touche des chaises, d'œuvres comme on manipule des colis dangereux. Mais avant d'en arriver là, il fallait traverser le premier cercle du chaos. Celui des jurés, des témoignages, des relevés, des vérifications. Toute grande affaire commence par un combat contre la dispersion, dans les premiers jours. Les autorités devaient consolider la chronologie, retracer les mouvements, comprendre les axes, reconstituer les temps exacts passés dans chaque zone, estimer la préparation des voleurs, analyser les systèmes de sécurité, interroger ceux qui connaissaient le musée, mesurer aussi les effets de l'événement sur le personnel. Un musée est un organisme délicat, composé de routines, de hiérarchies, de petites habitudes, de dépendances silencieuses lorsqu'il les frappe. Ce ne sont pas seulement les mœurs qu'on examine, ce sont les comportements, les relations, les fragilités invisibles, les petites entorses au règlement qui paraissaient injustes sans conséquence. Chaque détail banal devient suspect après coup. Chaque souvenir est réclairé par la catastrophe. Et déjà, derrière les procédures, un autre drame plus diffus commençait, celui de l'image publique. Car une institution culturelle agressée de cette manière ne subit pas seulement un préjudice patrimonial. Elle est entrée dans le regard des autres sous une forme dégradée. On ne dit plus seulement le gardener. On dit le musée Cambriole. On ne pense plus d'abord à Isabella Stewart Gardner. À son goût, à sa vision, à son œuvre posthume, mais à cette nuitude des hommes en faux uniformes en traverse ces salles pour y pratiquer une chirurgie du manque.
Le prestige du lieu n'était pas anéanti, mais il était contaminé. À partir de ce moment, chaque visite, chaque article, chaque conversation portrait cette blessure. Le musée continuerait de vivre, mais avec une seconde identité greffée sur la première. Celle d'une survivante, dans cette atmosphère. La question du temps prenait un poids presque métaphysique, 81 minutes. Plus les gens répétaient ces chiffres, plus il paraissait impossible. 81 minutes ne relevant plus du geste éclair, du coup de force fulgurante. Cela ressemble à une occupation temporaire. Cela suggère un territoire entièrement soumis à l'initiative de ceux qui l'ont envahi. Cela implique des hésitations, des choix, peut-être des retours sur soi, des moments où l'on s'arrête devant un objet et où l'on décide de le prendre ou de le laisser. C'est ce qu'elle a qui troublait profondément. Les voleurs n'étaient pas simplement passés. Ils avaient habité le musée assez longtemps pour l'altérer selon leur logique. Cette durée transformait le braquage en dialogue pervers avec le lieu. Pendant plus d'une heure, l'institution n'avait plus appartenu à ceux qui l'avaient fondée. Préservée ou protégée, mais à ceux qui savaient la dépouiller. Dans l'enquête, ce genre de détails agit comme une source inépuisable de scénarios. S'ils sont restés si longtemps, pensiant certains, c'est qu'ils savaient qu'aucune réponse rapide n'arriverait, s'ils savaient cela. Avaient-ils étudié les routines policières, les délais, les vulnérabilités du quartier, les limites des alarmes, les fonctionnements du service de nuit, ou bien étaient-ils que des hommes extraordinairement chanceux? Ayant rencontré au bon moment la combinaison idéale de la fatigue, de la confiance trompée et du silence urbain. Le problème, c'est qu'une grande enquête supporte mal le hasard pur. Quand trop d'éléments semblent favorables aux auteurs, l'esprit humain se met à chercher une architecture cachée. Il préfère une conspiration à une série de coïncidences. Et c'est ainsi que naissent les pistes qui ne quittent plus jamais un dossier. Parmi elles, l'idée d'une connaissance interne ou périphérique du musée s'est imposée presque naturellement. Non pas forcément comme une certitude, mais comme une tentation logique. Il n'était pas nécessaire d'imaginer un complot sophistique au sein de l'institution. Il suffisait de supposer que des informations avaient pu circuler, être observées, recueillies, testées. Les musées ne vivent pas dans le vide. Ils ont des prestataires, des employés, des visiteurs réguliers, des habitudes de fermeture, des gestes répétés, des angles morts humains avant même les angles morts techniques. Un lieu culturel peut être majestueux et vulnérable à la fois. Sa fragilité la plus dangereuse n'est pas toujours technologique. Elle réside souvent dans l'illusion que tout le monde partage le même respect pour ceux qui s'y trouvent. À cette étape, l'enquête devait donc affronter un paradoxe terrible. Plus elle envisageait une préparation sérieuse, plus elle devait admettre que les voleurs n'étaient pas de simples intrus de hasard. Mais plus elle observait la manière dont certaines œuvres avaient été prises, plus elle se heurtait à l'idée que ces hommes ne se comportaient pas comme des experts raffinés. Il fallait alors concevoir une troisième voie, celle de criminels ancrés dans d'autres circuits. Capables d'organiser une intrusion complexe sans pour autant posséder une culture profonde de l'art, des hommes assez intelligents pour comprendre la puissance symbolique de ces quiz prégnants. Mais assez étrangers à cette puissance pour la traiter avec rudesse, des hommes qui auraient agi non comme des collectionneurs, mais comme des opérateurs, c'est cette hypothèse qui ouvrait. Lentement, le chemin des milieux criminels régionaux. Boston, à cette époque, n'était pas seulement une ville d'universités, d'hôpitaux et de quartiers historiques. Elle portait aussi, dans certains cercles, la mémoire active des réseaux du crime organisé, des fidélités brutales, des économies parallèles, des rivalités souterraines, des bases où l'information valait parfois plus qu'un paquet d'argent, un grand volume d'art. Dans un tel contexte, change de nature.
Il cesse d'être seulement une énigme esthétique pour devenir un objet de négociation criminelle, et dès qu'une œuvre célèbre pénètre ce monde. Elle n'est pas protégée par sa beauté. Elle est au contraire menacée par ce que sa notoriété permet comme chantage. Comme échanger, comme prestige entre hommes qui violents prouvent qu'ils peuvent toucher l'intouchable. Mais avant que ces pistes mafieuses n'acquirent une forme plus consistante, il y eut le temps des fausses promesses. C'est presque une loi dans les grands dossiers non résolus. Place le crime frappé l'imaginaire. Place le tire les parasites. Des appels arrivent. Des noms circulent. Un ancien détenu prétend avoir entendu quelque chose. Un intermédiaire affirme connaître quelqu'un qui sait où se trouve une œuvre. Un informateur jure qu'un tableau a été déplacé. Montre, caché. Rule, stocker. Propose le change. La plupart de ces récits se contredisent. Se délitent, se recyclent les uns les autres. Mais aucun ne peut être écarté d'emblée, parce que le prix d'une certitude négligée sera trop élevé. Et c'est ainsi qu'une enquête se fatigue, non pas seulement sous le poids du secret, mais sous celui du faux espoir, le public. Lui voit rarement cette fatigue. Il imagine l'enquête comme une trajectoire, alors qu'elle ressemble souvent à une marée. Les mêmes hypothèses montent. Si retirant, reviennent sous d'autres noms, les mêmes visages réapparaissent. Les mêmes zones géographiques se chargeant d'une importance presque mythique, tel quartier, tel entrepôt, tel ruisseau, telle famille criminelle, telle connexion entre Boston et une autre ville de la côte Est. Peu à peu, l'affaire du Gardner s'est mise à vivre sur deux plans simultanés. Il y avait l'histoire officielle, faite de déclarations prudentes, de points de presse mesures, de récompenses, d'appels à témoins, de confirmations partielles. Et il y avait l'histoire souterraine, nourrie de murmures, de livres, de recoupements journalistiques, de souvenirs tardifs, de morts suspectes, de confidences impossibles à vérifier complètement. Entre les deux, le même gouffre. Aucune toile ne revenait. Pour le musée, si délai interminable crée un second traumatisme. Plus lentement est presque aussi cruel que la nuit du volume, un choc brutal. Avec les tomes, s'y transforme parfois en duel. ICI, le duel était impossible parce que l'affaire restait ouverte, tant qu'il existe une chance de restitution. Mime infime, l'absence refuse de se stabiliser. On ne peut pas enterrer ce qui pourrait revenir. On ne peut pas refermer la blessure quand des années plus tard un appel. Une piste, une rumeur, une annonce du FBI ou un article d'investigation semblant encore promettre que quelque chose bouge dans l'ombre. Le musée vivait donc dans une suspension morale. Il devait continuer d'accueillir le public, de préserver le reste de la collection, de transmettre la vision d'Isabella Stewart Gardner, tout en gardant une place psychique pour des œuvres absentes. Comme si elle demeurait un membre fantôme d'un corps mutilé, c'est précisément cette dimension émotionnelle qui donne à l'affaire une force si particulière. On pourrait raconter le Gardner Heist uniquement comme un cas brillant et mystérieux, si serait déjà fascinant. Mais si serait incomplète, car si qui hante vraiment cette histoire. Si n'est pas seulement l'intelligence des voleurs ou l'échec de leur capture, c'est la manière dont l'absence agit sur les vivants. Les gardiens ont dû vivre avec le souvenir de voir et dominer les tâches pendant que le musée était de paix au-dessus d'eux. Les enquêteurs ont dû supporter l'humiliation de pistes prometteuses qui ne mènent à rien de récupérable. Le personnel du musée a dû apprendre à parler au public de ce qui n'est plus laissant laisser cette absence dévorer tout le reste, et les visiteurs ont commencé à éprouver un sentiment rare, celui d'entrer dans un musée pour regarder aussi les endroits où l'on ne peut plus rien voir, à mesure que l'enquête avançait. Une idée simple devenait de plus en plus insupportable. Quelque part,
savait. Peut-être pas tout, peut-être pas la destination finale de chaque œuvre. Mais quelqu'un avait forcément vu quelque chose, entendu une conversation. Et de transporter, prit-on-le? Garde le silence par peur, par intérêt ou par loyauté. Les grands crimes font toujours naître cette obsession du témoin invisible. On imagine un homme dans un garage, dans une cuisine, dans une voiture, dans un bar, portant en lui un fragment de vérité qu'il n'a jamais livré. Ce n'est pas seulement une hypothèse d'enquête, c'est une figure dramatique, et dans l'affaire du Gardner. Elle est presque inévitable, un volume de cette ampleur. Dans un monde criminel potentiellement structuré, ne disparaît pas sans traverser des regards. Or, aucun de ces regards n'a suffi à produire le retour d'un seul chef-d'œuvre. Cette impossibilité nourrit une autre peur. Plus sombre encore, celle de la détérioration. Quand les œuvres restent absentes si longtemps, l'esprit cesse de les imaginer intactes. Elle commence à craindre l'humidité, les pleurs, la chaleur, le stockage idiot, la négligence, la moisissure, les gestes de gens qui ignorent ce qu'ils ont entre les mains. Un vermeil n'est pas un lingot. Un Rembrandt découpe n'est pas une somme d'argent compactable à volonté. L'art vol souffre d'un paradoxe cruel. Il vaut une fortune symbolique précisément parce qu'il est irréplacable. Mais cette irréplaçabilité même le rend fragile dans les circuits clandestins. Dès lors, chaque année sans restitution ajoute à la pire que le crime a été non seulement audacieux, mais irréversiblement destructeur et pourtant. Cette peur n'éteint pas le mythe. Elle le renforce. Le Gardner Museum Heist a pris place dans cette catégorie rarissime d'affaires qui survivent par séquelles combinant plusieurs récits en un seul. C'est une histoire de braquage, une histoire d'humiliation institutionnelle. Une histoire de chefs d'œuvre fantômes, une histoire de possible crime organisé. Une histoire de témoignages douteux, une histoire de tombes qui ne fassent rien. Plus une affaire se refuse à la résolution, plus elle attire les projections. Certains y voyant le triomphe du génie criminel, d'autres. Au contraire, ils laissent la preuve que la violence est la vie dite ordinaire, suffisante à dérober même le sacre. D'autres encore s'attachent aux ramifications mafieuses, parce qu'elles donnent au volume la profondeur d'un monde où la vérité ne manque pas seulement de preuves, mais de survivance assez libres pour la dire. C'est ainsi que la deuxième phase de l'affaire s'est dessinée. Non pas seulement reconstituer ce qui s'était passé dans le musée, mais comprendre dans quel univers les œuvres avaient pu entrer ensuite. Et cette question change tout. Un cambriolage classique finit avec la sortie des voleurs. Ainsi, le vrai récit commençait presque après la porte franchie une seconde fois. Quand le butin quittait le bâtiment et devenait un problème vivant, où l'émenéton. Qui recueille, qui garde. Qui décide, qui sait quoi. Qui mente qui surestime sa capacité à mener un trésor impossible. Qui panique, qui trahit. Qui meurt avant d'avoir parlé. La disparition des tableaux prolonge le crime dans le temps. Comme si la nuit du 18 mars n'avait jamais réellement pris fin. Et c'est là que l'affaire devient plus qu'un volume. Elle devient une contagion. Les œuvres volées ne restent pas des objets immobiles. Elles empoisonnent les relations autour d'elles. Elles créent des dettes de silence. Elles augmentent la valeur de certains hommes auprès d'autres criminels. Elles deviennent des promesses qu'on ne peut pas tenir. Des marchandises qu'on ne peut pas montrer. Des trophées qu'on ne peut pas exhiber. Elles alourdissent les conversations. Elles rendent les gens dangereux pour eux-mêmes, dans le monde légal. Un chef-d'œuvre éclaire un meurtre, dans le monde clandestin. Il obscurcit tout ce qui l'entoure, l'enquête. En s'enfonçant dans cette logique, devait donc accepter une vérité profondément frustrante. Même si l'on approchait des voleurs, même si l'on identifiait certains intermédiaires,
Si elle ne garantissait rien quant au retour des œuvres, on pouvait savoir son possédé. On pouvait presque comprendre son pouvoir réparer. C'est une forme très particulière d'impuissance. Elle peut être l'une des plus douloureuses pour les autorités comme pour les musées, car dans une affaire ordinaire, la vérité et la restitution avançant parfois ensemble. Ici, elles semblaient incapables de se séparer pour toujours. On pouvait entrevoir le réseau sans rouvrir la cache. On pouvait nommer les ombres sans faire réapparaître les toiles. À ce stade du récit, Boston n'est déjà plus seulement la ville d'un volume, elle devient le décor d'une obsession. Dans certains esprits, le braquage du Gardner commence à incarner quelque chose de plus large. La preuve que les institutions les plus respectées peuvent être percées par des hommes issus d'un monde qu'elles sous-estiment, la preuve aussi que le crime organise. Même lorsqu'il ne portait pas forcément le visage classique qu'on lui attribuait, posséder une patience et une mémoire capables d'absorber des objets que la société tout entière voudrait récupérer. L'art, ici, ne flotte plus au-dessus du réel. Il retombe dedans avec fracas. Il rencontre l'argent, la peur, les mensonges, les réseaux. La mort lente de ceux qui importent lieux secrets dans la tombe est au centre de tout cela. Il reste une image qu'aucune théorie ne dissipe, les cadres vides. Particules refusant l'abstraction. Nous rappelons que le mystère n'est pas seulement intellectuel. Il a une forme précise, visible, insupportablement concrète. On peut parler des pistes, des mafias, des informateurs, des décennies d'enquête, mais au bout du compte, il y a toujours cette réalité première. Quelqu'un a pris ce qui était là, et ce qui était là ne laisse plus. Une civilisation qui exposait l'art croit d'une certaine manière. Le soustrait au monde des prises, le Gardner Heist prouve qu'elle se trompait. Et c'est le con, au lieu de s'affaiblir avec le temps. C'est approfondi. C'est pourquoi la partie la plus douloureuse de l'enquête n'est peut-être pas le manque de certitude, mais l'excès de possibilités. Chaque piste plausible rallume l'affaire. Chaque lien possible avec des réseaux criminels élargit le territoire du secret. Chaque témoignage partiel oblige à imaginer que le retour fut proche. À un moment, avant de s'éloigner de nouveau, l'histoire avance alors comme un couloir ou plusieurs, portes restantes entrouvertes sans qu'aucune ne s'ouvre complètement, et derrière chacune d'elles, on croit entrevoir un morceau de vérité, un transport improvisé. Une cachée dans le Connecticut, une circulation vers Philadelphie. Un intermédiaire qui parlait trop, un autre qui a été réduit au silence. Un homme évoque avoir passé dans son bureau fédéral, un journaliste convaincu d'avoir suivi la bonne ligne. Un enquêteur certain d'être passé tout près, mais rien. Jamais ne suffit encore à remettre la main sur la beauté disparue. Alors le récit continue de s'épaissir, non comme une réponse, mais comme une descente. Plus en avance, plus le braquage ressemble à une porte ouverte sur un monde où le crime ne cherche pas seulement l'argent, mais le pouvoir de souiller ce qui semblait inatteignable. Et bientôt, ce ne seront plus seulement les files du musée qui importeront, ni même l'identité immédiate des hommes déguisés en policiers, si ils seront les circuits dans lesquels le butin a pu voyager. Les figures du milieu capables d'en tirer avantage. Les alliances troubles entre petite brutalité locale et grande valeur symbolique. Les morts opportunes, les confidences tardives. Les pistes qui s'intentent à la fois le vrai et la manipulation. À partir de là, l'enquête n'entre plus dans une simple chronologie policière. Elle glisse dans un territoire plus dangereux, plus opaque, où l'art vol devient la monnaie silencieuse de hommes qui vivent de ce que les autres ne sentent ni voir ni dire, ce qui rend les grandes affaires inépuisables. Ce n'est pas seulement l'ampleur du crime. C'est le moment où l'on comprend que les voleurs ont disparu, mais que leur geste. Louis continue de circuler dans l'affaire du Gardner. Ce moment est venu très vite.
Une fois les premières constatations faites, une fois les gardiens interrogés, une fois la stupeur initiale est passée, le braquage a cessé d'être un événement enfermé dans la nuit du 18 mars 1990. Il se transforme en quelque chose de plus dangereux, une onde qui se propague dans les semaines, dans les rumeurs, dans les confidences troubles, dans les noms qui revenaient d'un quartier à l'autre, dans les silences qui, au lieu d'apaiser l'enquête, semblaient la nourrir. L'FBI a fini par affirmer publiquement, en 2013, que les auteurs appartenaient à une organisation criminelle basée dans le Mid-Atlantique et de Nouvelle-Angleterre, et que les œuvres avaient probablement circulé ensuite vers le Connecticut puis la région de Philadelphie. Rien dans cette annonce n'avait la netteté rassurante d'une résolution. Au contraire, elle ouvrait une perspective plus sombre. Les tableaux n'avaient pu être pas et vols pour quitter l'histoire, mais pour entrer dans une autre histoire, plus opaque, plus sale, plus durable. Archives, FBI, Gov1, à partir de là, le braquage du Gardner cessait d'appartenir seulement au monde de l'art. Il entrait dans celui des intermédiaires, des hommes de seconde ligne, de ceux qui ne signent jamais rien, ne s'exposent pas directement, mais ils savent déplacer les objets que personne ne devrait pouvoir déplacer. C'est un monde où l'on ne vend pas toujours ce que l'on possède, où l'on montre sans remettre, où l'on promet sans livrer, où la simple capacité à prouver qu'un chef-d'œuvre passe par vos mains pour vous donner un poids immense auprès d'autres criminels. Un Vermeer ou un Rembrandt n'est pas une marchandise ordinaire. Trop célèbre pour être écoulé au grand jour. Trop identifiable pour être blanchi facilement. Trop précieux pour être abandonné sans contrepartie. Elle devient un instrument de pression, un réserve d'influence. Parfois, une carte gardée pour une négociation future. Les Smithsonian a rappelé que, selon les FBI, les œuvres avaient vraisemblablement transité dans des réseaux de crime organisé à Boston. Cette hypothèse explique mieux que tout autre pourquoi des tableaux aussi connus peuvent demeurer invisibles pendant des décennies tout en restant au cœur de conversations clandestines. Smithsonian Magazine, 2, dans ce genre d'univers. La vérité ne circule jamais entière. Elle voyage par morceaux, déformée par la peur, l'intérêt et la mémoire. Un homme en connaît un autre qui a entendu parler d'une cache. Un ancien détenu se souvient d'une conversation prononcée trop vite dans un bar. Un intermédiaire affirme qu'une toile a été montrée à distance, roulée à la hâte. Protégé à moitié, déplacé d'un état à l'autre comme si l'on transportait un secret plus encombrant qu'un trésor. Très peu de ces récits peuvent être vérifiés complètement, mais dans l'affaire du Gardner. Le problème n'a jamais été l'absence totale de pistes. Le problème a toujours été leur prolifération. Il y a eu trop de noms, trop de proximités possibles avec le milieu. Trop d'hommes capables de se présenter comme proches de quelqu'un qui savait trop de carrefours entre la petite criminalité de Boston. Les circuits mafieux régionaux et les fantasmes de ceux qui voulaient paraître au centre du mystère. Chaque piste semblait contenir une part de vérité. Puis s'effilochait, laissant derrière elle et non pas le vide. Mais une autre ramification, un autre visage. Une autre promesse de révélation. C'est ce qu'elle qui donne à la troisième phase du récit sa densité presque suffocante. La première nuit racontait un crime. Les premières jurés racontaient la stupeur. Mais ensuite vient le temps le plus insidieux, celui où l'on essaie plus si l'on cherche des tableaux. Des hommes eu des secrets accumulés autour des tableaux. Car les œuvres, une fois sorties du musée, changeant de nature, dans la Dutch Room. Elles étaient des présences artistiques, visibles, admirées, encadrées dans un ordre voulu par Isabella Stewart Gardner. Dans l'ombre criminelle, elles deviennent des absences lourdes. Presque toxiques, elles pèsent sur ceux qui les cachent.
Elles corrompent ceux qui veulent les utiliser. Elles rendent suspects ceux qui prétendent les avoir vus. Elles survivent comme des fantômes matériels que personne ne peut exposer, mais que beaucoup peuvent évoquer à demi-mode pour gagner du temps. De l'argent ou du crédit, il faut imaginer ce que cela signifie. Psychologiquement, pour les enquêteurs. Ils ne poursuivent pas seulement des hommes qui ont commis un volume. Ils poursuivent une chaîne de possession potentielle. Un cortège de complicités dont certaines n'ont pu être qu'éphémères, presque accidentelles. Quelqu'un a pu prêter un garage. Quelqu'un a pu transporter un paquet sans poser de questions. Quelqu'un a pu comprendre trop tard ce qui passait entre ses mains. Quelqu'un a pu se taire par le yacht. Quelqu'un a pu se taire par peur. Quelqu'un a pu se taire parce qu'à un moment donné. La seule chose plus dangereuse que de garder le secret était de révéler à quel point on l'avait approché. Dans les réseaux criminels, le silence n'est pas toujours une vertu. Il est parfois une simple stratégie de survie, et c'est là que Boston commence à apparaître autrement. Non plus comme la ville brillante des institutions, des universités, des quartiers historiques et des collections prestigieuses, mais comme une ville traversée à certains endroits, par des logiques beaucoup plus anciennes, celles des loyautés de rue, des services rendus, des dettes contractées dans l'ombre, des territoires où tout le monde croit connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Le Gardner Museum heißt longtemps été raconté comme une énigme culturelle, mais à mesure que les années passaient. Il prenait aussi l'allure d'un dossier sur les veines secrètes de la côte Est, sur la manière dont un crime contre l'art peut dériver vers les mêmes circuits que les rackets. La contrebande, les intimidations et les assassinats de proximité. Ce n'est pas seulement le monde de l'esthétique qui a été violé cette nuit-là. C'est le point de contact entre deux mondes qui s'ignorent volontairement. Celui du patrimoine et celui des hommes pour qui toute chose peut devenir une pièce d'échange dans cette zone de recoupement. Les figures du milieu n'ont pas toujours les visages spectaculaires que l'on imagine. Elles sont souvent décevantes, presque ordinaires. Elles boivent trop. Parlent trop au passage, vieillissent mal, s'éventent, oubliant, exagérant, paniquant. Se contradisent, mais elles sont entourées d'un élément essentiel. La peur que, malgré leur médiocrité apparente, elles ayant réellement approché quelque chose d'inestimable, et est ce qui a rendu l'affaire si tenace. Les suspects et les personnes d'intérêt n'étaient pas forcément des cerveaux romanesques, ils appartenaient plutôt à cet univers trouble ou l'audace. L'opportunisme et les connexions pouvaient suffire à rendre possible un crime que le grand public continue pourtant d'imaginer orchestré par des génies. L'affaire du Gardner rappelle au contraire une vérité plus dérangeante. Des œuvres immenses pouvant passer pendant un moment. Entre les mains d'hommes petits, cette idée est douloureuse. Mais elle éclaire une contradiction fondamentale. On voudrait croire qu'un Vermeer exige un voleur à sa mesure. Or, l'histoire suggère exactement l'inverse. Le chef-d'œuvre n'élève pas nécessairement celui qui s'en empare. Il peut être dégradé par lui. C'est cela, peut-être. Qui choque le plus profondément dans les théories mafieuses liées au Gardner, non pas seulement l'idée que des criminels organisés aient pu voler de l'art, mais que les quiquettes artées peut ensuite servir de monnaie souterraine parmi des hommes incapables d'en saisir autre chose que l'utilité. Le Rembrandt n'est plus alors un Rembrandt. Il devient une preuve de capacité, un levier de négociation. Une sorte de lingot culturel qu'on ne se ni fondre ni montrer, mais qu'on garde pour le jour où il faudra acheter du temps. De la faveur, une réduction de peine, ou la protection d'une place forte. Les autorités sont d'ailleurs laissées entendre que les œuvres avaient pu être utilisées comme monnaie d'échange dans des négociations criminelles ou comme garantie dans des trafics. Le communiqué conjoint du FBI et du bureau du procureur fédéral du Massachusetts en 2013 insistait sur la circulation probable des œuvres dans le Connecticut puis à Philadelphie, zones où des membres du crime organisé auraient pu intervenir.
si déplacement géographique est capital. Il signifie que l'affaire n'est pas restée enfermée dans la nuit de Boston. Elle s'est allongée, étendue, ramifiée. Elle a franchi les limites d'un seul braquage pour devenir une trajectoire souterraine. Et plus cette trajectoire s'étire, plus les chances de récupération se compliquent. Parce que chaque intermédiaire supplémentaire ajoute une couche de brouillard, une possibilité de perte, une occasion de mensonge, archives, FBI, Gov1. Cette dynamique explique aussi pourquoi tant d'années ont pu passer sans restitution. Le public se demande souvent comment des œuvres aussi célèbres peuvent rester cachées. Mais la mauvaise question est peut-être de croire qu'elles auraient dû être revendues rapidement dans les circuits criminels. L'impossibilité même de vendre ouvertement un objet peut accroître sa valeur stratégique. Ce qui est invendable n'est pas faussement inutile. Cela peut devenir précieux autrement. Un chef d'œuvre vol peut servir à convaincre, à intimider, à attirer, à négocier. Il peut être montré une seule fois à la bonne personne, dans la bonne pièce. Sous la bonne lumière, comme preuve que l'on possède un accès rare à quelque chose d'immense. Et dans cet instant très bref, le tableau vaut peut-être plus que sur un marché classique. Parce qu'il fonctionne non comme bien culturel, mais comme capital criminel. Plus l'enquête avant-quête, plus une certitude terrible se dessine. Même si l'on approcha les voleurs initiaux, cela ne garantissait rien sur le sort réel des œuvres. Les auteurs du braquage n'étaient peut-être que la première couche visible d'un système plus large. Ils avaient pu remettre les boutons très vite, les transférer, les perdre de vue. Ils n'en gardent qu'une connaissance partielle, et c'est ce qui rend les pistes mafieuses si fascinantes et si frustrantes à la fois. Elles promettent une architecture, elles donnent à l'affaire une cohérence possible. Elles expliquent la disparition prolongée, mais elles rendent aussi le retour des œuvres plus difficiles à imaginer. Car elles impliquent non plus un simple cache, mais des années de circulation clandestine, d'arrangements, de morts, de trahisons et d'oubli interesses, d'ansi brouillard. Certains détails prennent une importance presque disproportionnée, un témoignage sur une rencontre. Un nom de quartier, la mention d'un entrepôt. Une allusion à Philadelphie, une rumeur sur le Connecticut. Une déclaration tardive, une confidence faite sous pression ou dans la perspective d'un avantage judiciaire. Les dossiers criminels vivent souvent de ces fragments, mais dans l'affaire du Gardner, ces fragments sont devenus presque des personnages secondaires. Ils s'entraînent. Promettent, troublant. Puis disparaissent sans conclure, et chaque fois qu'une piste se dissout. Elle laisse derrière elle une impression de proximité insupportable, comme si l'enquête était condamnée à effleurer la vérité sans jamais réussir à la saisir complètement. Cette sensation a été renforcée par l'existence même d'indices historiques publiés plus tard, en 2015. Les autorités ont diffusé des images d'une visite non autorisée au musée la veille du volume, une intrusion par la même hypothèque que celle utilisée par les voleurs pendant la nuit du braquage. Cette information ne résout rien à elle seule, mais elle élodie considérablement l'idée de repérage, de test, de préparation. Peut-être même de familiarité progressive avec les faiblesses du lieu, où une histoire déjà inquiétante devient alors presque organique. Le musée n'a pas été frappé par un éclair surgissant d'union. Il a peut-être été proche. Évalue, observe. Comme une proie dont on mesure la respiration avant de l'attaquer. Department of Justice 3. À partir de là, la tension du récit change de forme. Si n'est pas seulement la tension d'un cassé audacieux, c'est celle d'une contamination préalable. Quelqu'un a pu marcher dans le musée avant le volume, sentir les distances, yoguer les accès, comprendre ce que signifiait cette entrée du personnel, calculer la psychologie de ceux qui y travaillaient et ce qu'elle est vrai.
Alors le crime n'a pas commencé à 1h24 du matin. Il a commencé bien avant. Dans la patience, dans la répétition. Dans l'idée que le sanctuaire de l'art pouvait être traité comme n'importe quel autre objectif criminel. Étudier, tester, PARC. Si glissement à quelque chose de presque insupportable, parce qu'il retard à l'institution sa dernière consolation. On pouvait encore se dire qu'une erreur humaine avait tout déclenché. Mais si le musée a été observé, si ses routines ont été comprises, si sa vulnérabilité a été approchée méthodiquement, alors le braquage devient moins un accident qu'une prédation et une prédation. Dans l'imaginaire du true crime, posséder toujours une charge place noire. Elle suppose du temps, de la volonté, de la répétition, une forme de décision glacée. On n'est tombé pas par hasard sur une nuit aussi idéale. On la fabrique peu à peu. Le plus troublant, c'est que cette hypothèse ne contredit pas la relative rudesse du volume. C'est même l'une des spécificités les plus fortes de l'affaire. Preparation probable. Execution globalement maîtrisée, mais traitement matériel des œuvres d'une brutalité choquante. Cette alliance entre méthode et vulgarité a nourri l'idée des criminels familiers du risque, mais pas du sacré. Ils pouvaient planifier une intrusion complexe tout en découpant un Rembrandt avec la même froideur utilitaire qu'un objet volé parmi d'autres. Il n'y avait pas, dans leur geste, la moindre déférence. Et cette absence de déférence renforce la piste du milieu. Des hommes habitués à manipuler de la valeur, sans être capables d'en reconnaître la dimension morale. C'est aussi point du récit que l'on comprend vraiment pourquoi l'affaire du Gardner n'a jamais cessé d'obséder. Elle combine deux blessures en une seule. La première est visible. Les œuvres arrachées, les cadres vides. L'humiliation du musée. La seconde est invisible. La possibilité que ces œuvres aillent ensuite traverser un monde d'hommes violents, impresses, calculateurs, et qu'elles aient survécu pendant des années au milieu de loyaux criminels où personne n'avait intérêt à dire toute la vérité. Cette seconde blessure est plus difficile à regarder, parce qu'elle salit l'imagination elle-même. On n'imagine plus le vermeil dans une salle paisible, on l'imagine dans une cache imparfaite, au milieu de gens qui n'auraient jamais dû l'approcher. Et pourtant, malgré cette noirceur, l'affaire continue d'être portée par une forme d'espoir presque déraisonnable. Les musées maintiennent une récompense pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations menant directement à la récupération en bon état des trésors. Et insiste sur le fait que l'enquête des meilleurs activistes, si maintient public de l'espoir, est plus qu'une stratégie. C'est une discipline morale, cela signifie que, malgré les décennies, malgré les fausses pistes, malgré les morts et les silences, le monde légal refuse de considérer les œuvres comme définitivement absorbées par le monde clandestin. Tant qu'une récompense existe, tant qu'un appel tient, tant qu'un cadre vide reste en place, le récit n'est pas clos. Isabella Stewart Gardner Museum 4, mais l'espoir. Dans les grandes affaires, n'est jamais pour. Il vient accompagné de sa jumelle toxique, la possibilité de l'heure. Place l'affaire vieillite, place les tailleurs qui violemment ailleurs un faux savoir. Obtenir un avantage, se mettre au centre du jeu. Ou recréer leur propre passe en se greffant au mystère, un dossier comme celui qui devient un aimant pour les fabulistes. C'est l'un des esprits les plus cruels du caractère légendaire d'un crime. Il produit sa propre écume. Sa couche permanente de récits intéressés pour les enquêteurs. Chaque nouvelle piste promet donc deux choses à la fois, une chance et une perte de temps. Chaque appel peut contenir le commencement du retour, ou seulement une nouvelle boucle de déception. On pourrait croire que c'est va être bien ou c'est sur toutes les autorités, mais il use aussi le récit lui-même. Au fil des années, le Gardner Heist aurait pu se dissoudre dans le folklore. Il ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas fait, c'est précisément
parce que certaines déclarations officielles ont empêché le mystère de devenir un simple mythe vide. Lorsque le FBI dit qu'il pense connaître les auteurs et retrace un corridor criminel Boston, Connecticut, Philadelphie, le dossier change de poids. Il ne repose plus seulement sur des spéculations journalistiques. Il acquiert une ossature institutionnelle. Cette ossature n'apporte pas la paix. Elle apporte quelque chose de plus troublant. La sensation que la vérité existe réellement, qu'elle a été approchée. Qu'elle possède des contours suffisamment nets pour être décrite, mais qu'elle résiste encore à l'étape décisive. Celle qui consistera à faire remonter les œuvres à la surface du monde, archives. FBI, Gov. 1. Cette situation produit une sorte de vertige moral, car si l'on sait. Si l'on croit savoir que les voleurs étaient liés à des réseaux criminels identifiables, alors le mystère ne réside plus uniquement dans la question qui il se déplace vers une et autre. Peut-être encore plus cruel. Pourquoi pas encore? Pourquoi pas encore de restitution? Pourquoi pas encore de percée complète? Pourquoi pas encore 6 coups de fil, 6 témoignages? Cette pure tardive, cette trahison salvatrice qui ferait enfin revenir un Rembrandt ou un Vermeer. À mesure que les années passent, si ces questions ne s'apaisent pas, elles s'enveniment car plus un secret dure. Plus il devient difficile de croire qu'il n'existe pas, quelque part. Un survivant du dossier qui essaye assez pour faire basculer l'histoire. Et peut-être est-ce cela. Au fond, la vraie matière émotionnelle de la troisième partie. Cette conviction insupportable qu'un chef d'œuvre ne disparaît jamais sur quelqu'un le voit. Quelqu'un le déplace, quelqu'un l'entend mentionner. Quelqu'un ment à son sujet, quelqu'un. A UN moment. Comprend qu'il a frôlé une part de l'un des plus grands crimes contre les biens de l'histoire américaine. L'FBI continue de qualifier le volume du Gardner comme l'un des plus grands crimes de propriété de l'histoire des États-Unis. Et cette formule, si officielle soit-elle, contient une vérité presque romanesque. Si n'est pas seulement la valeur qui est immense, c'est la taille du silence qui l'entoure. Federal Bureau of Investigation 5, alors le récit avance encore. Mais il avance dans un couloir plus sombre. La nuit du braquage n'est plus le centre unique. Autour d'elle, des anneaux de plus en plus opaques se forment. La vente, avec le possible repérage, l'après immédiate. Avec les intermédiaires, l'après prolongé, avec les transferts, les cachets, les réseaux, puis l'après des années. Avec les meurtres évoques, les morts naturelles. Les témoins disparus, les récits fragmentaires qui arrivent trop tard. Smithsonian a rappelé que de nouvelles informations autour d'un meurtre de 1991 avaient nourri encore les soupçons de liens avec le crime organisé dans l'affaire. Rien n'est simple. Rien n'est pleinement clos, mais tout devient plus lourd. Comme si chaque nouvelle pièce ajoutait moins de lumière que d'épaisseur à l'ombre. Smithsonian Magazine, 6. Et c'est précisément à ce moment du récit que l'affaire du Gardner cessait définitivement d'être un simple volume d'art. Elle devient une histoire de possession invisible. Non pas seulement possession d'objets, mais possession d'informations. De rumeurs, de fragments de vérité. Les tableaux manquant au musée, mais le secret. Lui appartient encore à d'autres. Il circulait entre des mémoires incomplètes, des layouts dégradés, des pièces qui ont vieilli sans disparaître dans ces mondes-là. Personne ne détient peut-être l'ensemble de la réponse, mais plusieurs hommes ont pu en détenir chacun un morceau. Comme si les crimes s'étaient dissous volontairement dans un réseau humain assez dense pour empêcher toute reconstitution simple. Ce qui vient ensuite sera encore plus troublant. Car lorsque les noms se précisent, lorsque les visages du milieu se rapprochent du cœur de l'affaire, lorsque les enquêteurs commencent à entrevoir des trajectoires individuelles derrière le grand mystère, le dossier perd un peu de son abstraction et gagne quelque chose de beaucoup plus dérangeant.
La sensation que les œuvres n'ont pas disparu dans une légende, mais dans des mains bien réelles. Lisa des hommes capables d'emporter avec eux dans leur chute. Leur mensonge est peut-être la dernière chance de revoir les tableaux. À partir de là, l'enquête ne se contente plus de suivre un braquage. Elle suit des vis troubles. Des fidélités criminelles et des morts qui, au lieu de clore l'affaire, la rendant plus difficile encore à saisir, à force de suivre des ombres. L'enquête finit toujours par produire des visages, pas des certitudes absolues. Pas encore des coupables au sens où la justice aime les enfermer dans une phrase nette, mais des visages suffisamment proches du centre du mystère pour que le dossier change de température. Dans l'affaire du Gardner, ce moment a pris du temps. Pendant des années, le braquage a vécu comme une légende américaine. Un crime presque trop audacieux pour appartenir à des hommes ordinaires, puis, peu à peu, les contours se sont resserrés. Le FBI a fini par déclarer qu'il pensait connaître l'identité des voleurs, les reliant à une organisation criminelle active entre la Nouvelle-Angleterre et le Mid-Atlantique. Avec un passage probable des œuvres par le Connecticut puis la région de Philadelphie, cette affirmation est ramenée au tableau. Mais elle y accomplissait quelque chose de presque plus dérangeant. Elle faisait redescendre les mythes sur terre. Ce n'étaient plus seulement des silhouettes en uniforme dans la nuit, c'étaient peut-être des hommes de milieu. Ancrés dans un monde bien réel de dettes, de loyautés, de combines et de morts prématurées, FBI Archives 1. Quand un grand mystère commence à produire des noms, le récit gagne en densité mais perd en innocence. On ne peut plus imaginer le crime comme une prouesse abstraite. Il faut regarder le genre d'hommes susceptibles d'en avoir été les instruments ou les bénéficiaires. Et si regardes rarement glorieux dans le cas du Gardner. Plusieurs pistes récurrentes ont gravité autour de figures du crime organisé de Boston et de ses environs, notamment Bobby Donati, Robert Bobby Guarente, David Turner, ainsi que d'autres hommes liés à des cercles criminels où l'art volé aurait pu devenir une monnaie d'échange plutôt qu'une bonne esthétique. Les autorités ont été prudentes sur les noms. Mais la ligne générale qu'elles ont rendu public suggérait un crime en racine dans des réseaux locaux plutôt que dans une confrérie sophistiquée de collectionneurs clandestins. Cette idée est fondamentale. Parce qu'elle change le sens même du volume, les œuvres n'auraient pas été choisies pour être admirées dans l'ombre, mais pour servir à quelque chose dans l'économie du milieu. FBI Archives 1. C'est là que l'affaire devient plus lourde, presque plus sale. Un chef-d'œuvre vole dans un musée paraît déjà intolérable, mais un chef-d'œuvre qui entre dans le circuit d'hommes capables de le considérer comme une garantie. Un levier ou un argument dans une négociation criminelle provoque un malaise plus profond encore. Dans cette logique, le vermeer n'est plus seulement le concert. Il devient une preuve de puissance. Le Rembrandt n'est plus seulement une perte culturelle inestimable. Il devient un actif clandestin. Un objet qu'on peut montrer furtivement, promettre, cacher, déplacer, utiliser pour convaincre un autre criminel qu'on a accès à quelque chose d'exceptionnel. C'est précisément ce que suggèrent depuis longtemps les enquêtes. Les œuvres auraient pu être employées comme monnaie souterraine dans des tractations, relevantes du crime organisé. Cette hypothèse n'a jamais eu la beauté romanesque d'un collectionneur fou. Elle a au contraire la laideur froide d'un monde où rien n'est sacré. FBI Archives 1. Dans cet univers, les hommes contentent moins par leur élégance que par leur capacité à survivre, mentir. Cette erreur inspire la peur. C'est pourquoi les trajectoires individuelles autour du Gardner importantes autant. Bobby Donati, par exemple, est depuis longtemps cité dans de nombreux récits comme une figure du milieu de Boston, susceptible d'avoir joué un rôle dans le volume ou dans les étapes qui ont suivi. Il n'a jamais été jugé pour ce crime. Et l'affaire reste non résolue, mais son nom revient avec insistance dans les travaux journalistiques et les récits d'enquête. Souvent associé à l'idée que les boutines auraient pu servir plus tard dans une négociation concernante
l'un de ses associés emprisonnés. Que cette hypothèse soit totalement exacte ou non, elle révèle une chose. L'art volé n'était plus être pas une fin en soi, mais une mise de côté pour un usage futur. Comme on met de côté une armée politique que l'on utilise qu'au moment opportun. Smithsonian Magazine, 2. Cette possibilité transforme toute l'affaire. Car si le volume a été commis avec l'idée d'un usage différent, alors la nuit du 18 mars 1990 n'était pas le sommet du crime, mais son commencement. Le véritable objectif n'était peut-être pas simplement de sortir du musée avec 13 objets précieux. Il pouvait s'agir de faire entrer ces objets dans un calendrier criminel plus long, régi par les besoins du milieu, par les rapports de force entre bandes, par les arrestations, les procès, les marchandages, les libérations espérées, les loyautés qu'il fallait acheter ou récompenser. Dans ces cas, la valeur immense des œuvres ne constituait pas un problème, mais un avantage. Plus elles étaient inconnues, plus elles avaient des poids symboliques, plus elles étaient impossibles à vendre publiquement, plus elles devenaient précieuses dans les espaces fermés du chantage et de la négociation. FBI Archives 1. Le plus inquiétant, c'est qu'un tel système n'exige pas que tous les participants comprennent pleinement si qu'ils manipulent. Il suffit que quelques-uns sachent et que les autres obéissent. Transportant, gardant, citaissant, une œuvre peut traverser des mains très différentes. Celles du voleur, celles du receleur, celles du lieutenant criminel, celles d'un homme chargé d'entreposer, celles d'un intermédiaire qui espérait en tirer un avantage personnel à chaque passage. La vérité se fragmentait davantage, et dans l'affaire du Gardner, cette fragmentation semble avoir été l'une des grandes forces du secret. Aucun homme n'avait peut-être besoin de connaître toute l'histoire. Il suffisait qu'un petit nombre détienne chacun un morceau du trajet. Si type de structure est un cauchemar pour les enquêteurs, parce qu'elle produit des témoins partiels, des récits incomplets, des confidences réelles mais insuffisantes, et surtout une impression terrible. On approche sans cesse de la vérité sans jamais la capturer entière. FBI Archives 1. Les morts suspects dans un tel décor. Ne pouvant qu'alourdir le dossier, elles n'apportent pas automatiquement des réponses. Mais il est changeant la texture de l'histoire. Quand des figures du milieu lisent des préaux de loin au braquage miaurantes, son exécutés ou disparaissent avant d'avoir parlé pleinement. Le crime gagne une seconde de couche de ténèbres. Le Smithsonian rappelle que des enquêteurs se sont intéressés au meurtre non résolu de Jimmy Marks en 1991 pour voir s'ils pouvaient jeter une lumière nouvelle sur le Gardner Heist. Silence y reste. Marks fréquentait des hommes déjà évoqués dans les pistes mafieuses, dont Bobby Guarente. Long terme considéré comme un suspect important. Les autorités sont restées prudentes, ne prétendant pas résoudre les liens de manière définitive. Mais l'idée même que cette affaire puisse croiser un meurtre de type mafieux dit quelque chose de la gravité de l'ombre qui entoure les tableaux. Le volume n'aurait pas seulement produit du silence. Il aurait pu produire de la pierre durable. Peut-être même du sang. Smithsonian Magazine, 2. Cette perspective rend l'affaire plus humaine et plus sinistre à la fois. Pendant long temps, le public voit les œuvres comme les seules victimes. Mais si les tableaux sont entrés dans des circuits où la violence ordinaire règle les conflits, alors d'autres liaisons peuvent se trouver touchées, déformées ou supprimées autour d'eux. Ce n'est plus seulement le musée qui est blessé, c'est tout un réseau de homes, de familles, d'alliances criminelles qui peuvent avoir été contaminées par la présence de ces boutons impossibles. Un tableau volé de cette célébrité agit comme un poison. Il attire les convoitises, mais il empêche la circulation normale. Il donne du pouvoir sans offrir de sortie simple. Il augmente la valeur de celui qui le contrôle, tout en le condamnant à guérir quelque chose de trop visible pour être utilisé au grand jour. Un tel objet ne dort pas paisiblement dans le monde du crime.
Il y fait monter la température. Smithsonian Magazine 2. Et si c'est peut-être pocher la quelle trajectoire des suspects ressemblant si souvent à des vis cortèses, brûlés ou dégradés. Le braquage du Gardner ne flotte pas dans une galerie de States. Il colle à des hommes succès par la rue, par la prison, par les combines et par la violence. Le glamour du volume d'art disparaît quand on regarde de près les milieux susceptibles d'avoir absorbé les œuvres. Il ne reste alors qu'une vérité plus rude. Le patrimoine mondial a peut-être fini entre les mains d'hommes qui voyaient dans son Rembrandt non la lumière d'un génie, mais une opportunité de gagner du poids dans son système de menaces et de faveurs. Cette chute morale fait presque autant mal que la perte matérielle. Elle nous oblige à imaginer la beauté traversant un univers qui lui est radicalement hostile. FBI Archives 1, l'autre élément qui renforce cette sensation d'approche sans résolution. C'est la vidéo rendue publique en 2015 montrant une intrusion non autorisée au musée la nuit précédente le volume, selon le ministère de la Justice et le FBI. Un individu était entré dans le musée par la même porte que celle utilisée par les voleurs 24 heures plus tard. Cette révélation n'identifie pas à elle seule les auteurs. Mais elle épaissit considérablement le climat d'avant, crime. Elle suggère du repérage. De l'audace, peut-être une confiance déjà acquise à l'égard des routines de sécurité. Le musée n'a donc pas seulement été attaqué, il a pu être épreuve, mesure. Observe comme une structure dont la respiration pouvait être apprise, et cette idée rend encore plus inquiétantes les figures du milieu qui gravitent autour du dossier. Elle suppose un mélange de patience et de brutalité, de préparation et de vulgarité. Exactement le type d'alliance que produit souvent le crime organisé local lorsqu'il se met au service d'un couple plus grand que lui, Department of Justice 3. À ce stade, l'enquête semblait presque toucher la chair du mystère. Elle n'est pas dans l'abstraction des voleurs inconnus, elle approche des parcours, des habitudes, des connections, des cercles criminels plausibles, mais c'est précisément là que le dossier devient plus frustrant encore. Car identifier au milieu ne revient pas à récupérer les œuvres, savoir quelles ont probablement circulé de Boston au Connecticut puis à Philadelphie ne dit pas dans quelle cave, quel hangar, quel appartement. Quel modo quelle mémoire elles ont fini par s'éteindre. Les morts. Les arrestations, les années et les loyautés de façade ont pu effacer les derniers mélanges. Le braquage semblait alors se moquer de ceux qui les poursuivent. Il laisse assez de vérité pour prouver qu'il n'est pas une légende. Mais pas assez pour restituer ce qui manque aux murs. FBI Archives 1. Le musée, Louis, continue d'exposer cette absence comme une plaie ouverte. Les cadres vides restants ont place selon la volonté de préserver l'espoir d'un retour. Et l'institution maintient une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant directement à la récupération en bon état des 13 œuvres. Cette persistance a quelque chose de noble, mais aussi de tragique. Elle signifie que, malgré les annonces, malgré les pistes, malgré les noms, aucune vérité n'a encore franchi le seuil décisif. Le vide est toujours là, il n'est plus seulement le souvenir d'une nuit. Il est devenu la preuve quotidienne qu'un crime peut être presque compris sans être réparé. Isabella Stewart Gardner Museum 4. C'est dans cette attention que la partie la plus sombre du récit prend forme. Plus l'on regarde les hommes du milieu, plus l'on sent que le volume du Gardner n'a pas été un exploit seul, mais une opération absorbée par un environnement où la parole a un prix et où le temps peut servir d'arme dans un tel monde. On n'a pas besoin que tout le monde soit brillant. Il suffit que quelques-uns soient assez durs, assez patients et assez connectés pour faire circuler l'impossible. Et si les hommes meurent, il important leur part du secret. Le crime ne disparaît pas avec eux. Il devient plus difficile à résoudre, plus lourd à raconter. Plus cruel pour ceux qui espèrent encore voir revenir les tableaux. La beauté ne se contente plus d'être absente.
Elle est séquestrée quelque part dans la mémoire criminelle de la côte Est. FBI Archives 1. C'est peut-être cela. Au fond, qui donne au Gardner Heiss sa puissance narrative unique. Les œuvres manquantes, bien sûr. Mais ce qui manquait tout autant, et c'est la voie finale. La phrase claire, le geste tardif qui viendrait dénouer des décennies de demi-vérités. Le dossier a déjà montré quelque chose d'essentiel. Les tableaux n'ont pas sombre dans un néant abstrait. Ils ont très probablement traversé des mondes réels, des garages, des voitures, des villes, des loyautés. Ils ont vécu une seconde de vie clandestine. Et cette seconde vie, parce qu'elle croise les figures du milieu. Les morts suspectes, c'est les itinéraires criminels entre Boston, le Connecticut et Philadelphie. Dans nos volumes une profondeur bien plus inquiétante qu'une simple casse brûlante. On n'a pas seulement volé ouvres. On les a fait entrer dans un monde capable de garder le silence pendant des décennies. FBI Archives 1. À partir de là, l'affaire change encore de nature. Car lorsqu'on commence à croire que les voleurs sont morts, que certains intermédiaires ont disparu, que les réseaux se sont décomposés sans livrer leurs caches, une autre pure surrogate. Si n'est plus sous le monde la peur de ne jamais connaître toute la vérité, c'est la peur que la vérité subsiste encore quelque part. Mais dans l'esprit d'hommes vieillissants, brises, silencieux, ou dans des indices matériels que le temps détruit peu à peu. L'enquête se heurte alors à son ennemi le plus implacable, non pas l'absence d'intelligence, mais l'usure. Et c'est cette usure qui va bientôt donner à l'histoire sa dimension la plus mélancolique et la plus terrible. C'est le don butin peut être toujours vivant, mais de moins en moins accessible à mesure que jusqu'à l'on approche disparaissante.